deep and don't think twice. We're standing out of sight in between the lines, trying to catch your eye, your eye, your eye, your eye. Turning space and time, making words align, but every time I try, just keep freaking out, breathing out to get it out. Love before, love you now. Can't you hear us standing out of sight in between the lines, always intertwined. You're from the other side, you're from the other side, you're from the other side.
don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I'll do. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour celles et ceux qui nous suivent. Bienvenue pour le grand débat de la filière visuelle 2025. Le thème de notre émission est l'accès aux soins visuels pour aujourd'hui et pour demain, ou comment les professionnels se préparent au changement des 10 prochaines années. Notre émission durera 90 minutes en direct ce mardi 10 juin 2025. Et merci aux équipes qui ont préparé ce moment. Nous évoquons donc ici et maintenant avec nos invités, que je vais vous présenter dans quelques instants, les sujets de bonne organisation du système de santé visuelle. Nous parlerons de science, nous parlerons de technologie, nous parlerons de médecine et d'innovation. Nous parlerons de pathologies émergentes qui menacent, de soins nécessaires aux patients et puis de prévention utile. Et puis aussi de politique de santé, d'engagement des professionnels pour réussir les évolutions souhaitables de formation et d'attractivité de la filière visuelle. Et nous verrons que ces projets qui se mettent en place et les collaborations nécessaires ne sont pas toujours faciles à mettre en place entre les acteurs de la filière. 3 temps principaux dans ce grand débat. Une première rencontre avec des acteurs des entreprises du secteur. Nous dialoguerons ensuite avec le professeur Kodjikian des HCL, des Hospices Civils de Lyon, qui sera en direct avec nous. Et puis nous aurons enfin un temps privilégié avec les professionnels du secteur, les professionnels ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens. Voilà, c'est parti. Ouvrons le débat avec vous. 4 représentants d'entreprises du secteur de la vision pendant 30 minutes. Bonjour Prune-Mar. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes la directrice générale de Essilor France et vous êtes par ailleurs la présidente du GIFO. Vous nous direz ce que c'est ce groupement des industriels et fabricants de l'optique. Quels sont ses objectifs? Stanislas Gage, à ma gauche, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer. Vous êtes le nouveau président, peut-on dire, de Point Vision. Vincent Perrin, vous êtes le directeur général France et Benelux de Johnson & Johnson Vision. Et bonjour Olivier Padieu, vous êtes le président de la coopérative Optique 2000. Olivier Padieu, un mot sur un triste événement qui a frappé votre réseau avant de commencer? Ben oui, ce soir c'est Benoît Jobert qui devait être là, donc notre directeur général, qui malheureusement est décédé il y a une quinzaine de jours. Quelqu'un qui était arrivé dans la filière il y a 4 ans, qui s'y est beaucoup impliqué, je crois qu'il a beaucoup apporté et que on regrette beaucoup. Voilà, nous lui dédions cette émission, si vous le voulez bien. Merci. En début de conversation, nous allons essayer de comprendre quels sont vos objectifs, les objectifs de responsables d'entreprise de ce secteur, puisque nous avons l'ambition pour aujourd'hui et pour demain de réfléchir au futur. En quelques mots, que chacun, peut-être un premier tour de table pour essayer de voir la synthèse de ce qui est structurant dans votre activité. Et peut-être d'abord vous, Prune-Mar. Donc, j'ai rappelé que vous étiez la présidente, la directrice générale de Essilor France, mais aussi la présidente du GIFO, ce
groupement des industriels et fabricants de l'optique. Rappelez-nous peut-être d'abord ce qu'est votre entreprise. Dites-nous aussi un mot du GIFO, si vous le voulez bien. Alors, donc je suis effectivement la directrice générale d'Essilor France, qui fait partie du groupe Essilor-Luxottica, donc qui est une entreprise européenne, donc franco-italienne, mais qui est présente à l'échelle mondiale. Et quand on a fusionné en fait Essilor, qui fait des verres ophtalmiques, avec Luxottica, qui fait des montures, l'objectif c'était d'apporter à tout un chacun le bien voir à travers les lunettes. Et aujourd'hui, notre groupe a cru pour avoir une dimension beaucoup plus medtech et imaginer les lunettes du futur et faire en sorte que l'on embarque dans les lunettes des véritables compagnons de vie. Et ça se passe grâce à toutes les innovations. Je pense que nous reviendrons sur le sujet. Et notre objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins des consommateurs, mais aussi les anticiper parce qu'ils vivent dans une société de plus en plus connectée. Et puis, effectivement, les lunettes, c'est quelque chose qui permet d'avoir les mains complètement vides et donc d'interagir avec tout un chacun. Alors, Essilor-Luxottica, nous sommes présents via Essilor, l'optique ophtalmique en France depuis plus de 170 ans. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. C'est une entreprise qui a une histoire. C'est une entreprise qui a une histoire et c'est une entreprise qui s'est développée aussi avec la filière visuelle. Et je tiens à préciser ici qu'on a beaucoup de chance d'être en France, parce qu'on a une excellence de notre filière de santé visuelle qui est vraiment exceptionnelle, que ce soit en termes de chirurgie, que ce soit en termes de taux d'équipement, par exemple, en verre progressif. Et ça, c'est vraiment lié au fait que toute la filière, que ce soit les 3 O, c'est-à-dire les ophtalmologistes, les orthoptistes, les opticiens, les industriels aussi et les complémentaires santé, sont réunis pour en faire cette filière d'exception autour de la clé de voûte que sont les ophtalmologistes et qui permettent une prise en charge en fait médicalisée. Donc la santé visuelle est vraiment vue comme un point de santé holistique. Et cette dimension européenne et mondiale que vous évoquez, ça date de quand ? Alors, on a fusionné donc en 2018 entre Essilor et Luxottica, mais le groupe, chacun des 2 groupes était déjà présent depuis très longtemps au niveau mondial. Après, l'ancrage en France, je vous le disais, est très important pour nous. On a notre siège à Paris, on est coté à Paris. On a ici le plus grand centre de recherche en optique ophtalmique privée au monde, à Créteil. On a également un ancrage industriel extrêmement important. On a investi notamment dans un laboratoire de prescription donc pour faire les verres, parce que les verres sont faits sur mesure à Vissou, donc un investissement de plus de 70 millions d'euros qui a d'ailleurs été inauguré par le président de la République. Voilà, il y a un mois. Et notre objectif, c'est de ramener la production au plus près en fait, du consommateur. Aujourd'hui, on a 2200 références qui sont labellisées Origine France Garantie. Les questions que nous allons traiter de prévention, d'accès aux soins, ce sont des sujets qui vous occupent, qui vous intéressent ? Alors, c'est des sujets qui nous occupent, nous, en tant qu'entreprise, mais également en tant que filière. Et c'est quand je vous disais qu'on est une filière d'excellence, c'est-à-dire que tous les gens autour de la table ici sont vraiment coordonnés pour faire en sorte de porter des messages de prévention et de sensibilisation, puisque c'est ça, en fait, la première marche pour l'accès aux soins, c'est que les gens soient bien informés. Et on est une filière qui est quand même autoportée totalement. C'est-à-dire que les initiatives pour sensibiliser les parents, par exemple, sur la santé visuelle de leurs enfants ou un EHPAD, etc., est portée vraiment par les différents acteurs de la filière et pas par les pouvoirs publics, typiquement. C'est ce que vous dites autoporté, expliquez-vous ? Exactement. Autoporté, c'est-à-dire qu'on va prendre ensemble des initiatives pour sensibiliser typiquement sur la myopie, en fait la prévalence de la myopie chez les jeunes enfants et la myopie évolutive qui à terme peut mener à des pathologies graves à l'âge adulte qui peuvent mener jusqu'à la cécité. Typiquement, c'est parce que l'ensemble de la filière se mobilise autour de cela que l'on va pouvoir sensibiliser les parents. Oui, vous voulez dire que vous prenez avec la communauté professionnelle des initiatives vous-même, c'est ça ? Exactement. Le GIFO, un mot ? Alors, le GIFO, effectivement, c'est le regroupement dans lequel nous sommes tous les deux et qui représente l'ensemble des fabricants de l'optique ophtalmique en France.
Donc effectivement, monture, donc il y a les lunetiers, il y a les fabricants de verres optiques, il y a la contactologie, il y a l'instrumentation également. Et l'objectif, c'est de pouvoir, parce qu'on est quand même dans un domaine qui est réglementé aussi, c'est de pouvoir mettre en place aussi une stratégie pour pouvoir répondre aux évolutions réglementaires qui touchent notre filière et aussi pouvoir discuter évidemment avec les autres syndicats qui sont organisés dans notre filière, donc le syndicat, les syndicats d'ailleurs des opticiens, mais aussi le syndicat des ophtalmologistes. Très bien. Merci de la transition. Vincent Perrin, alors donc j'ai dit que vous étiez le directeur général de Johnson & Johnson Vision. Alors, dites-nous également en quelques mots pour que nous comprenions bien ce que les uns et les autres font, quels sont vos centres d'activité principaux. Absolument. Donc, peut-être pour repositionner Johnson & Johnson, donc c'est le plus grand groupe mondial de l'industrie pharmaceutique. Donc, pour donner un chiffre clé, c'est plus de 100 000 collaborateurs dans le monde. Juste pour donner un peu de cadre, les 2 tiers du revenu sont assurés par la partie pharmaceutique. Et un qui tiers, est bien connu. Qui est bien connu, oui, absolument. Plus connu sous le nom de Janssen. D'ailleurs, on n'en discutait que le nom de Johnson & Johnson, même s'il y a une volonté de Johnson & Johnson de repositionner ses activités sous la marque ombrelle de Johnson & Johnson, qui doit s'appeler désormais Johnson & Johnson Innovative Medicine pour la partie pharma. Et donc, le tiers restant est apporté par la partie MedTech. Et donc, dans la partie MedTech, dont fait partie la filière visuelle et les enjeux qu'on a sur la santé visuelle. Donc, si on veut repositionner les choses, nous concernant, l'ambition, c'est vraiment d'accompagner les patients à chaque étape de leur vie. C'est vraiment l'ambition qu'on s'est donnée. Et on pense aujourd'hui qu'on a un portefeuille de produits et d'innovations qui permet de faire vivre cette ambition. Je pense que Prune l'a mentionné, ça commence dès la freination de la myopie, qui, on le sait tous, est très probablement le premier enjeu de santé publique concernant cette filière de santé visuelle. Et pour ça, on a pu lancer l'année dernière la première lentille souple silicone hydrogel de freination de la myopie avec Ability, qui est clairement une solution alternative, voire une solution combinée avec les verres freinateurs. Et on a, on va dire, aussi des solutions de correction visuelle à l'âge adulte, et aussi une partie chirurgie pour des âges plus avancés, avec aussi des innovations significatives et disruptives, comme je pourrais citer Technis Purcy ou Technis Odyssey, qui sont les dernières innovations en chirurgie de la cataracte. Et puis la contactologie. La contactologie qui est le cœur de notre activité. Donc là aussi, ça passe par des innovations. On y reviendra aussi sur la partie recherche et développement. Et on est aussi particulièrement fiers puisqu'on a pu récemment et depuis à peu près 2 ans sortir aussi une lentille très innovante donc sur la correction visuelle à l'âge adulte qui est Oasis One Day Max et qui permet, je pense, notamment sur la partie multifocale où il y avait quand même un besoin patient extrêmement fort et peut-être une offre un peu plus restrictive en contactologie si on veut comparer à la partie verre et qui permet aujourd'hui d'avoir des ambitions beaucoup plus fortes et d'accompagner les patients sur quelque chose de beaucoup plus satisfaisant sur la partie multifocale puisqu'on parle de la freination de la myopie pour les jeunes qui est très importante, c'est vrai, mais on a une population vieillissante en Europe et donc la partie multifocale devient extrêmement importante. C'est à peu près 50% de la population mondiale qui peut être potentiellement touchée par la multifocalité, donc par la presbytie. Donc forcément, c'est un enjeu important pour nous pour accompagner les patients. Il faut tenir les deux bouts. Absolument. Cela étant, vous mettez l'accent tout particulièrement sur les enfants, c'est ça ? Enfin, en particulier, ce sont des évolutions récentes, ça ou... En axe de recherche, je pense que notre responsabilité aussi en tant qu'industriel, c'est aussi de partir des besoins non satisfaits et de voir comment, au travers de la recherche, on va être capable de répondre à ces besoins. Donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, si on devait résumer les 2 plus gros besoins vus de notre fenêtre, et voilà, j'invite aussi mes collègues à challenger ce point de vue, mais nous, ce serait effectivement l'enfant au travers de la freination de la myopie, et je pense que Prune l'a bien dit, on connaît aussi les enjeux et les conséquences malheureusement que ça peut avoir à l'âge adulte, à l'âge plus avancé, si on laisse avancer trop rapidement la myopie au niveau de l'âge des enfants. Donc oui, on a concentré beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Et l'autre point, c'est évidemment la presbytie, la multifocalité, puisque là aussi, on sait qu'il y a un besoin non satisfait, qu'il y a aussi un côté
on va dire, pourcentage et masse de la population qui est touchée, qui doit nous donner aussi des devoirs d'orienter notre recherche dans cette direction. Et j'imagine que vous travaillez beaucoup avec les professionnels de santé. Absolument, oui, forcément. Donc, il n'y a pas de partenariat qui se fait tout seul. La recherche, je crois qu'on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est au travers de la pluridisciplinarité, c'est très difficile à prononcer. Je m'étais entraîné, mais finalement, j'ai quand même pas réussi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça. Donc aujourd'hui, c'est forcément avec de la recherche fondamentale, de la recherche privée, mais aussi de la data science, de l'IA, on y On va y reviendra. revenir si vous voulez. Voilà, qu'on arrive à manager effectivement ces sujets-là. Oui. Je me tourne vers vous, si vous le voulez bien, Stanislas Gage. Donc, Point Vision est une entreprise, est-ce qu'on peut dire cela, une entreprise assez récente finalement? Combien d'années? Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. D'accord. Elle a été fondée par les 3 fondateurs, dont le docteur François Pollen, Patrice Poutz et Raphaël Schnitzer. Et la mission de Point Vision, c'est de rendre accessible au plus grand nombre les soins ophtalmologiques. Et avec mes camarades autour de moi, Point Vision, par exemple, ça permet de réaliser à peu près 10% des prescriptions de verres, de lentilles et de lunettes en France. En 12 ans d'existence, ça a vu un Français sur 10, à peu près. C'est assez impactant quand on a préparé les chiffres là, pour vous raconter ça aujourd'hui. On est toujours étonné de voir ça. On a 1,5 million de patients par an. Donc effectivement, c'est un groupement de cabinets d'ophtalmologie dont la mission est vraiment de rendre accessible la prise de rendez-vous. Et vous savez qu'elle était très longue il y a 10 ans. Ça s'est évidemment réduit de plus en plus. Et là maintenant, via la digitalisation, via la téléconsultation, via Il y a beaucoup combien de d'innovations. centres à peu près? On a 62 centres aujourd'hui. 62. Mais ça évolue rapidement. D'accord, oui. Un peu partout en France. Partout en France, on est le seul réseau national. On a des concurrents régionaux, mais le seul réseau national, ça permet évidemment de lutter contre les déserts médicaux. On aura l'occasion d'en parler. Mais pour nous, c'est extrêmement important puisque notre mission à la base, c'est l'accessibilité. On a aussi pour ambition de trouver des solutions un peu plus incitatives que coercitives, comme on en a parlé dans la presse en ce moment, pour que justement on puisse répondre aux besoins de tous les patients sur tout le territoire. Alors, avec dans vos centres, évidemment des ophtalmologistes, Oui, la logique mais du aussi centre. des orthoptistes. C'est ça, la logique du centre et du modèle Point Vision, ça a été le travail aidé qui maintenant est très répandu partout en France. Mais il y a 12 ans, ce n'était pas du tout le cas. Et donc la logique, c'était vraiment de comment on fait pour optimiser la ressource rare. Et la ressource rare, c'était le temps du médecin ophtalmologiste. Et donc le bilan maintenant est fait par les orthoptistes. Et donc, comme le médecin passe un peu moins de temps avec le patient, ça permet d'avoir beaucoup plus de patients dans la journée et donc de rendre plus accessible l'accès à l'ophtalmologiste. Oui, vous avez été, dans le fond, une structure qui a participé, je ne dis pas qui a seul, mais enfin qui a participé à la transformation de l'offre de soins On y croit. dans la filière visuelle. On en parlait un petit peu tout juste avant. On s'estime un peu comme les écologistes de la filière, dans la mesure où on a essayé de préserver les énergies non renouvelables ou faiblement renouvelables le temps du médecin. D'accord. Olivier Padieux, donc je disais que vous étiez le président de la coopérative Optique 2000, mais vous êtes vous-même donc opticien. Vous êtes opticien où? À Dijon. À Dijon. Belle ville. Voilà, c'est un système coopératif, donc tous nos opticiens sont associés et la finalité de la coopérative, c'est de permettre justement à ces opticiens d'avoir de bonnes conditions d'achat pour ensuite être performants et proposer de bons produits aux clients dans les meilleures conditions possibles. Le principe, donc Optique 2000, c'est une coopérative, je le disais, c'est plusieurs enseignes, donc Optique 2000 qui est l'enseigne la plus connue, plus de 1200 points de vente en France. On parlait tout à l'heure de proximité. Tous les Français sont à moins de 15 minutes d'un magasin Optique 2000. À part nous, c'est McDo. Mais côté santé, je pense qu'on est plus apte à en parler. Et c'est aussi, Prune parlait d'histoire tout à l'heure, c'est aussi l'ISAC. L'ISAC qui est une enseigne historique du monde de l'optique. Le magasin rue de Rivoli est un des magasins les plus anciens. Et c'est aussi maintenant l'audio, parce qu'on croit beaucoup aussi à la complémentarité entre l'optique et l'audio. Donc on travaille pour ce qui est dans les magasins, ce qu'on appelle un corner, un espace dédié à l'audiologie, très complémentaire de l'optique. Donc tout ça avec un centre de soutien qui est juste à côté, à Clamart, où il y a 450 personnes qui travaillent justement pour que nos opticiens puissent servir le mieux possible les Français. Avec si je vous comprends bien, des offres finalement de services qui bougent. Quelques exemples. Alors, vous parlez de l'audio, ça existe ailleurs.
mais peut-être avec également d'autres... Différents services, c'est vrai qu'on communique beaucoup sur le service, donc bien sûr tout ce qui est freination pour les enfants de la myopie, bien sûr la presbytie, on va un petit peu plus loin aussi quand les lunettes ne peuvent plus, et éventuellement la chirurgie non plus, c'est tout ce qui est basse vision. Donc on a des centres spécialisés en basse vision pour accompagner les personnes. Je les ai visités, hein. J'en ai visité un. Très bien, je ne sais pas lequel c'était. Je les ai vus à l'hôpital des 15-20. Enfin, voilà, donc ça c'est un centre vraiment où les personnes peuvent consulter gratuitement, donc orthoptiste, ophtalmologiste, opticien, pour trouver une solution principalement de grossissement pour pallier à des problèmes de malvoyance, c'est-à-dire des personnes qui ont des acuités très faibles. Qui voient très mal. Oui. Voilà, on est en dessous du 20e, enfin on est sur une acuité avec des verres adaptés. Voilà. Et puis en termes de service, c'est aussi travailler sur la proximité par les magasins, mais aussi sortir des magasins pour aller vers celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour plein de raisons, soit des raisons de santé, soit des raisons de difficultés de voiture ou de choses comme ça. Donc on a développé depuis plusieurs années le service à domicile. On se rend donc dans les mêmes conditions qu'un magasin physique au domicile des personnes pour les aider à changer de lunettes et puis aussi pour leur permettre de garder une bonne acuité visuelle. Nous nous sommes dit, en organisant cette émission, avec celles et ceux qui l'ont faite, que nous essaierions peut-être de nous projeter dans le futur, qui peut être proche, mais qui peut être également un peu plus lointain, et en se disant comment on intègre, on dit beaucoup filière d'innovation, de progrès, bon, qu'est-ce qu'on met réellement là-dedans? On a parlé de collaboration entre les uns et les autres, est-ce que ce sera renforcé, ou au contraire, on peut remettre les choses en cause? Vous avez parlé, vous, tout particulièrement de travail aidé, hein? Il faudrait peut-être développer cela. Et peut-être une idée également, évidemment, de l'importance que prend la digitalisation ou l'intelligence artificielle. C'est un grand mot, mais enfin, qu'est-ce que vous en faites, Stanislas ? Alors nous, l'innovation, on la contemple de plusieurs angles. La première, c'est l'innovation organisationnelle. Ça a été dans notre ADN dès le début, et on a encore beaucoup de choses à faire dans la filière visuelle, mais dans la santé en général. Et je pense qu'il faut créer des ponts, il faut créer des solutions nouvelles aux nouveaux problèmes. On a beaucoup d'idées. La digitalisation est un enabler, hein, c'est-à-dire que ça nous permet d'aller dans cette direction-là. Et on est fait pour ça. Donc nous, véritablement, on réfléchit toujours à des solutions pour, encore une fois, préserver la ressource rare qui est le temps du médecin. Il y a des nouvelles solutions comme les téléconsultations. On a passé beaucoup de temps à trouver des protocoles validés parce qu'il faut une bonne téléconsultation. On veut une téléconsultation qui garantisse la continuité des soins, qui ne soit pas une façon dégradée de voir son médecin. Donc là, on a beaucoup travaillé là-dessus et on est prêt à le développer. Qui soit accepté par les professionnels de santé, mais aussi par, évidemment, les patients. Absolument, absolument. Vous avez été assez pionnier en la matière. Absolument, on a été les premiers à lancer ça on en a longuement parlé, mais on a testé pendant très longtemps. Maintenant, on veut changer d'échelle, donc on a vraiment présenté un protocole où l'orthoptiste voit le patient et après le patient verra l'ophtalmologiste en visio. Donc tout est bien protégé et préparé pour qu'on puisse absorber un volume de patients suffisant pour cela. Mais l'innovation, c'est pas que ça, il y a une innovation aussi, je dirais presque philosophique, dans la façon de trouver des nouveaux ponts des partenariats entre le public et le privé. En France, on est quand même très en silo, et donc on réfléchit à de nouvelles solutions au service du patient et pas forcément au service du respect systématique de comment c'était fait dans le passé. Pour moi, l'innovation, c'est réfléchir à ce qu'on pourrait faire au lieu de regarder comment on l'a toujours fait. Donc c'est à peu près ça. Mais il y a aussi une innovation technologique, et on veut être les premiers réceptacles de cette innovation technologique qui dépend plus de nos fournisseurs en général. Et sur l'IA, je pense que notre rôle à nous, et on l'assume complètement, avec la masse de données, je vous disais qu'on a vu 1 Français sur 10 depuis notre création, on a une masse de données incroyable sur la population française, et avec ça, et avec l'IA, on va pouvoir travailler sur la prévention des maladies futures. Et l'innovation, c'est formidable si on peut prévenir les maladies graves et éviter les pathologies plus lourdes. Donc c'est un sujet, je pense... On va approfondir tous ensemble. Absolument. Peut-être un mot sur la chirurgie, vous ? Sur la chirurgie, nous, on est déjà assez présents sur la chirurgie en cataracte, chirurgie réfractive, IVT. On est présent... IVT, c'est les injections qu'on fait pour lutter contre la DMLA. On fait 7000 chirurgies réfractives, on fait 36 000 cataractes, on fait 16 000 IVT, donc on est un acteur très présent. Mais je vous disais que Point Vision, il avait trouvé des solutions disruptives à l'époque pour répondre aux besoins des patients, pour avoir des rendez-vous plus courts.
Le point vision 2.0 qu'on veut lancer maintenant, c'est de trouver des solutions disruptives pour satisfaire les besoins de la ressource rare des ophtalmologistes. Et c'est pour ça qu'on pense à la téléconsultation, qui est quelque part le télétravail de l'ophtalmologiste. Et maintenant, on voudrait pousser la chirurgie à avoir une espèce d'intégration verticale pour offrir des plateaux de qualité à nos médecins pour recevoir directement les patients. Donc c'est notre développement aujourd'hui sur la chirurgie pour vraiment avoir nos plateaux intégrés. Recherche, développement, innovation, on reverra ça dans le temps 2, mais pour vous, acteurs privés, notamment de recherche, et en particulier de recherche fondamentale, j'imagine, et clinique. Ce que dit Stanislas me parle. Je pourrais faire le parallèle en disant que la ressource rare, c'est l'ophtalmologiste pour Stanislas. Pour nous, ce sont nos collaborateurs, puisque forcément, c'est la première ressource qu'on met sur la table. Et peut-être pour donner un autre angle et un autre éclairage, moi, ce qui m'a frappé ces dernières années, ou je dirais cette dernière décennie, c'est comment on a réussi à s'auto-disrupter dans l'approche de la recherche et développement. Là où on avait une approche privée assez cloisonnée, on est quand même de plus en plus public-privé, même si on pourrait faire mieux. Je rejoins Stanislas, mais j'ai presque envie de dire aujourd'hui qu'on pourrait dire public, privé, data science. Je pense que ces dernières années, on a recruté plus de data scientists que finalement de personnes dans la recherche fondamentale. Donc avec tout le respect que j'ai pour la recherche fondamentale, mais on voit vraiment comment finalement l'IA et la data est venue auto-disrupter la façon même dont on fait de la recherche. Donc je crois que Prune aura des exemples concrets à donner déjà sur la partie lunettes. Je ne vais pas faire de survente, je n'ai pas d'exemples précis qui vont arriver sur le marché demain avec Johnson & Johnson, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, un laboratoire qui travaille seul dans son coin, sans data, sans IA, ça n'existe plus. Et pour vous donner un ordre de grandeur chez Johnson & Johnson, la recherche et développement, ça représente 15% de nos revenus annuels. Et pour donner un ordre de grandeur, quand vous avez un industriel qui investit déjà 1, 2, 3% dans la recherche et développement, c'est énorme. Nous, aujourd'hui, on est à 15%. C'est pour ça que, oui, c'est une ressource qui est rare, qu'il faut optimiser. Et je pense que la data science, l'IA, c'est vraiment une façon aussi d'accélérer et d'aller plus loin dans cette recherche et développement. Cette recherche se fait où? En Europe, en France, aux États-Unis? C'est clairement mondial. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est mondial. Et j'ai envie de vous dire, c'est d'autant plus mondial que c'est même complètement matriciel. Donc ça peut être des chercheurs français qui vont travailler avec des chercheurs en Asie, qui vont travailler avec des chercheurs aux États-Unis. Il n'y a même plus une équipe locale. C'est vraiment complètement intégré, mondialisé. Une transformation. Prune, peut-être? Prune Mar? Alors, je rejoins tout à fait Vincent. Le nerf de la guerre, effectivement, c'est de pouvoir apporter des innovations sur le marché. Et donc, pour cela, il faut investir beaucoup en recherche et développement. Et c'est vrai que pour nos parents, nos grands-parents, en fait, les lunettes, il y avait un verre correcteur qui permettait de corriger un défaut visuel qui était porté par des montures qui, au mieux, donnaient un certain style. Mais demain, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ces lunettes portent tout un tas d'autres fonctionnalités qui vont venir faciliter la vie de celui qui les porte. Alors, je vous donne quelques exemples. Le verre, jusqu'à présent, il venait corriger un défaut visuel. Avec tout ce qui est investissement dans la freination de la myopie, on est venu à faire un verre curatif, typiquement avec Essilor Stellest, et maintenant on a assez de recul avec 6 ans d'études pour dire que effectivement on est performant. Ce verre-là est performant pour vous dire réduire l'évolution de la myopie chez l'enfant. Mais on va même plus loin. Là, on a commencé il y a quelques mois, on est dans un consortium qui s'appelle Premium, dans le cadre du plan France 2030, qui a, donc c'est vraiment un investissement de recherche de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui a pour objectif de se dire comment demain on va lutter contre l'épidémie de myopie, comment on va faire des solutions individualisées. Parce qu'on a quand même un rêve, c'est pas simplement de réduire l'évolution de la myopie chez l'enfant, mais c'est de faire en sorte que demain on arrive à rendre un œil myope un petit peu moins myope et le rapprocher le plus possible même d'un œil hémétrope. Voilà, donc tous les programmes de recherche que nous faisons vont dans ce sens-là. Donc ça, c'est un exemple, c'est-à-dire le verre curatif. Un autre exemple, c'est se dire, une monture, elle peut embarquer tout un tas de technologies pour que les lunettes soient un mélange entre des écouteurs, des smartphones, etc. Et c'est comme ça que l'on a développé en partenariat avec Meta, les fameuses Ray-Ban Meta, qui est un objet qui est connecté, intelligent et qui se base sur l'intelligence artificielle.
Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez ludique parce que ça va nous permettre, ces lunettes-là, de passer des coups de fil, de prendre des vidéos, de les partager sur les réseaux sociaux. Mais ça va beaucoup plus loin. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, c'est un véritable assistant de vie pour vous déplacer, par exemple, ou vous rentrez chez vous, vos enfants sont affamés, vous ouvrez le frigo, ça prend une photo, ça vous dit quelle recette faire en moins de 10 minutes. Vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi, vos lunettes vous parlent. Clément est en train de me dire que je n'ai plus beaucoup de temps. Ah, alors du coup, j'accélère. Clément est notre réalisateur, que nous saluons. Et donc, ça permet, enfin, on peut l'imaginer aussi tout un tas de nouvelles applications, même pour les personnes malvoyantes, qui seront aidées, assistées comme ça au quotidien par l'intelligence artificielle contenue dans Cerebral Meta. Un autre exemple que l'on vient de lancer sur le marché français, ce sont les lunettes qui apportent également un confort auditif, qui s'appelle Nuance Audio. Et donc là, par exemple, je vous parle, si vous portez des nuances audio, le son de ma voix va être amplifié. Et tout le brouhaha autour va être réduit. Vous avez un très joli accent. Voilà, tout à fait, qui vient du sud, Toulouse. Si. Je l'ai bien reconnu. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple. Et puis un autre exemple de la recherche, c'est qui va venir alimenter tout ce qui est instrumentation, donc à destination des ophtalmologistes, des opticiens. Parce qu'on dit que souvent que l'œil est le miroir de l'âme, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est le seul endroit où on peut voir à l'intérieur des maladies. Donc on peut même imaginer que derrière, avec l'IA, on va faire de la médecine prédictive. Et puis, je voulais juste rajouter un point qui était important, parce que notre groupe s'étend beaucoup, et aussi par acquisition. Et donc, le groupe EssilorLuxottica a annoncé, il y a une semaine environ, le projet d'acquisition d'une chaîne de cliniques ophtalmologiques qui s'appelle Optegra. Et donc, je voulais juste prendre la parole quelques secondes sur le sujet, parce que je ne voudrais pas... Ça ne vous avait pas échappé, Prunemar. Voilà, parce que je ne voudrais pas effectivement qu'il y ait des raccourcis qui soient faits de manière hâtive. Donc, ce rachat ne concerne que des pays où la clé de voûte n'est pas l'ophtalmologiste de la réfraction. Donc la réfraction est faite par des optométristes, et en revanche, Optegra sont des cliniques qui vont faire de la chirurgie, de la cataracte ou des soins type glaucome, des MLA, etc. Donc c'est extrêmement différent de la prise en charge médicalisée qui fait l'excellence de notre filière ici en France autour de l'ophtalmologiste. Voilà, donc je voulais juste rassurer nos auditeurs sur ce sujet-là. Ce sera peut-être un sujet de conversation pour la deuxième table ronde, on verra bien. Olivier Padiot, on va presque terminer, mais vous-même, dans votre métier, chez Optique 2000, quelles sont les pistes d'innovation, de changement sur le moyen et long terme, puisqu'on s'est fixé 10 ans, mais enfin, alors très rapidement déjà, c'est de bien mettre en œuvre les produits technologiques, c'est-à-dire qu'un verre Stellest mal centré, donc ça veut dire de la bonne formation, le proposer à la bonne personne. Pareil, j'entendais tout à l'heure la téléconsultation, dans une quarantaine de magasins, on propose de la téléconsultation, systématiquement dans des zones en désert médical, c'est-à-dire moins de 7 ophtalmologistes pour 100 000 habitants. Donc c'est déjà de mettre en avant ces évolutions technologiques proposées par les industriels. Et puis c'est aussi des évolutions pour nous. Par exemple, un dossier qui nous tient à cœur, c'est la réfraction dans les EHPAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se déplace dans les EHPAD, pour des personnes qui sont souvent en fin de vie, on n'a pas la possibilité de faire évoluer sa correction. Et ça, on se bat. Il y a un test qui est fait par rapport à ça, pour que l'opticien puisse... souvent, il n'y a pas d'ordonnance, puisque forcément, la personne ne se déplace plus, donc n'a plus accès aux soins, pour qu'on puisse, avec l'accord d'un médecin et d'un ophtalmologiste, faire évoluer cette correction pour que la personne puisse regarder une télé, puisse regarder des photos. Voilà, ça c'est notre objectif. Là, vous êtes appelé par qui? Par les établissements, par les familles? Par la famille, et souvent par les aidants, ou par les membres de l'établissement qui s'aperçoivent que la personne entend mal, voit mal et s'isole, parce que c'est vrai qu'une personne qui voit mal et qui entend mal s'isole, et ça accélère le manque de volonté de se battre pour continuer à vivre. Donc c'est très important. Le temps, passons. Peut-être un dernier mot pour terminer notre première rencontre, notre première conversation, peut-être sur la formation, qui est toujours importante. On voit qu'il y a des évolutions techniques, technologiques importantes. Comment on forme vos équipes, ou vous-même également, comment on adapte les uns et les autres à ces évolutions? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est complexe? C'est clairement un enjeu aussi des industriels, puisque forcément,
s'il naît plus de complexité, notre rôle, c'est aussi de se dire comment on est capable d'accompagner cette complexité aussi jusqu'aux professionnels de santé et jusqu'aux patients pour que ça devienne quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Donc clairement, nous, on met la formation Johnson & Johnson au cœur de notre activité. Et j'ai envie de dire que cet enjeu, il est double. Il est à la fois sur la formation initiale et sur la formation continue. Donc on essaye d'être présent aussi dans les CHU. Je pense aussi aux écoles d'orthoptistes. On a donné des nouvelles responsabilités aux orthoptistes et comment on est capable d'accompagner aussi cette nouvelle responsabilité dès la formation initiale. Mais on sait très bien que ça ne suffit pas parce que les choses, elles évoluent très vite, comme on vient chacune et chacun de le mentionner. Donc c'est comment on va être capable dans le temps d'accompagner cette formation continue. Je vais donner juste un exemple. Au premier étage, on a un institut où on peut accompagner les professionnels de santé, c'est-à-dire les ophtalmologistes, les orthoptistes, aussi bien sur la partie contactologie que partie chirurgie. Et je peux vous dire que les retours sont dithyrambiques puisque ça permet aux personnes de pouvoir se former ou d'aller plus loin. J'avais évoqué la multifocalité, je pense que c'est un excellent exemple sur lequel on peut aller plus loin dans la formation. Et l'intérêt, c'est qu'on a fait un institut qui est connecté pour faire le lien avec l'IA. Donc on peut faire aussi des formations à distance de très bonne qualité tout en restant sur quelque chose de pratique. Voilà, et pour être totalement transparent et pour que les uns et les autres comprennent bien, nous sommes ici sur le plateau télé de Johnson & Johnson. Absolument. Nous sommes au 3e étage, je crois, et au Exactement. 1er étage, il y a votre centre de formation. C'est parfait, c'est très bien. Merci. Avec une super équipe technique de réalisation. Alors, peut-être Prune, le dernier mot là. Nous terminons peut-être sur la formation ou tout autre sujet. Oui, non, qui aussi vous sur la intéresse. formation, un message important, c'est-à-dire que la formation, elle doit être l'action de tous. Parce qu'un patient qui voit bien, c'est parce qu'il y a eu une bonne réfraction, c'est parce qu'il y a eu un verre avec un bon design, c'est parce qu'il y a eu un super opticien derrière qui a fait le bon centrage, le bon montage, qui a pris les paramètres individualisés du porteur pour qu'il voit bien. Donc c'est vraiment une responsabilité collective et de filière entre effectivement les ophtalmologistes, les orthoptistes, les opticiens et les industriels de santé que nous sommes, de faire en sorte de bien former tout le monde dans la filière et également de sensibiliser les consommateurs à une bonne santé visuelle. Olivier, un dernier mot. Très rapidement, nous, l'évolution sur une formation en 3 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est une formation en 2 ans, et être professionnel de santé en 2 ans, c'est trop court. Donc, on plaide pour une 3e année beaucoup plus orientée santé, qui doit être mise en application. Alors, on en parle depuis longtemps, mais maintenant, il faut que Je pense que nous en reparlerons avec Oui. nos invités de Tout la à fait. 2e table ronde. Je voudrais juste Stanislas. élargir le débat sur la formation. La formation, c'est évident que c'est excessivement important. À grand pouvoir, grande responsabilité, on doit former absolument. Mais je voudrais juste élargir un tout petit peu, parce que nous, notre rôle, c'est aussi de former les patients. Leur expliquer qu'il y a des instruments, il y a des outils, il y a des solutions dont ils n'ont pas connaissance. Il y a des opérations qu'ils ne connaissent pas non plus. Donc on a en plus, nous, cette dimension-là, en plus des collaborateurs, des médecins, on a aussi une formation vis-à-vis des patients qui est absolument essentielle parce que c'est la première des choses. Déjà, pour soigner, savoir qu'il y a des solutions. C'est bien. Vous savez que les bons intervenants, c'est ceux qui savent faire les transitions, comme les journalistes. Donc, c'est ce que nous allons voir avec le professeur Kodjikian, qui va être dans quelques instants avec nous. Je crois que nous pouvons terminer cette première table ronde en vous remerciant et retenir une seule chose, l'œil est le miroir de l'âme, comme l'a dit Prunemar. J'espère simplement que ce n'est pas un miroir déformant à l'heure de l'intelligence artificielle. Vous nous l'assurez. Notre âme restera bien droite. Exactement. Merci, merci à vous 4. Voilà. Nous sommes avec le professeur Kodjikian. Derrière vous, il y a la belle ville de Lyon. Merci d'être avec nous, professeur Kodjikian. Vous êtes professeur d'ophtalmologie aux HCL, c'est-à-dire aux Hospices Civils de Lyon. Et vous êtes, je pourrais peut-être vous présenter comme cela, vous êtes plutôt rétinologue. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin, vous êtes un spécialiste, un grand spécialiste de la rétine. On avait envie de passer un petit moment avec vous pour que vous nous fassiez le point sur les grandes pathologies, leurs évolutions, les forces de notre système de santé, enfin en tout cas de notre médecine, peut-être aussi les difficultés, les faiblesses en tout cas, parler de recherche fondamentale.
que vous faites ou de recherche clinique. Peut-être commencer, si vous le voulez bien, par nous brosser une situation épidémiologique dans notre pays. Est-ce qu'on pourrait commencer comme ça, Laurent? Tout d'abord, bonsoir Pascal, merci pour cette invitation. Moi, je suis très heureux d'être avec vous aussi pour la deuxième fois. Et c'est vrai que ce débat que vous animez sur la filière visuelle est vraiment attendu et apporte beaucoup, je trouve, avec une vision vraiment globale de différents partenaires. Et il est important parce que ce sont nos disciplines innovent, on l'a compris juste par la table ronde d'avant, à un rythme qui est extraordinaire. Je ne pensais pas en m'impliquer en ophtalmologie il y a 30 ans que ça pourrait aller aussi vite. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une des spécialités médicales, l'ophtalmologie, qui est une des plus dynamiques, portée par des avancées technologiques constantes, par une recherche foisonnante. Et cette dynamique est tangible puisque la filière visuelle est en constante évolution, innove, s'adapte sans cesse aux besoins de la population. On l'a vu dans les exemples qui vous ont été présentés juste avant. Et j'ai été très intéressé de les écouter. Alors, c'est sûr qu'on a deux évolutions épidémiologiques majeures, j'ai envie de dire. D'une part, c'est le vieillissement de la population. On va en reparler avec quelques exemples de pathologies si vous le souhaitez, Pascal. Et puis d'autre part, finalement, c'est à l'autre versant de la vie, on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'explosion épidémique de la myopie. Si on veut parler du vieillissement de la population, en fait, on a des grosses pathologies qui explosent en termes d'enjeux de santé publique. On a potentiellement la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. On prévoit 50% de cas supplémentaires dans la prochaine décennie, en fait, à cause du vieillissement de la population. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, on considère qu'il y a à peu près 196 millions de patients atteints de DMLA dans le monde. On attend en 2040 288 millions. En gros, aujourd'hui, en France, 1% des plus de 50 ans ont une DMLA. Quand on prenait les plus de 75 ans, qui sont maintenant assez fréquents, c'est près de 30% des patients. Donc, on a vraiment un enjeu là-dessus, puisqu'il y a encore beaucoup de besoins non couverts en DMLA. Deuxième grosse pathologie, je dirais, c'est le diabète. Là aussi, le diabète, c'est une maladie épidémique, pas contagieuse bien sûr, mais épidémique extraordinaire. Et ça nous fait peur. On a 450 millions de diabétiques dans le monde. Et en 2040, il est attendu près de 630 millions de diabétiques. Donc c'est une explosion incroyable. Et on a à peu près une personne diabétique sur trois qui va développer une atteinte ophtalmologique. Donc vous imaginez le nombre de patients qu'il va falloir prendre en charge. On en a beaucoup en France. Laurent, Oui. pourquoi on associe toujours, expliquez-nous-le médicalement et au-delà de l'impression que nous avons tous sur ce sujet, pourquoi la pathologie diabétique, donc celle de l'alimentation, mais pas que, entraîne systématiquement ou très fréquemment, c'est une question, hein, très fréquemment, des pathologies oculaires? Alors, parce que le diabète, en fait, va abîmer les petits vaisseaux, ce qu'on appelle les micro-vaisseaux. Donc, le diabète va favoriser les AVC, va favoriser l'infarctus du myocarde, va favoriser l'atteinte du rein, va favoriser l'atteinte des nerfs périphériques, mais aussi des petits vaisseaux de l'œil. Et donc, va favoriser ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Et dans la rétinopathie diabétique, une des complications, c'est la rétinopathie diabétique centrale au niveau de la macula, qui est le centre de la rétine. Et donc, on a un œdème maculaire diabétique qu'on va traiter Cette aussi par macula des qui est... Pardon, oui, on vous est en un prie. peu à distance, mais cette macula qui est absolument essentielle finalement dans la rétine. La Elle macula, occupe une petite place, mais... oui. 1% de la surface de la rétine, mais c'est ça qui vous permet actuellement, vous voyez Pascal, quand vous me regardez moi, c'est votre macula qui fonctionne. Donc quand vous lisez un texte, quand vous rendez la monnaie chez l'épicier, c'est votre macula qui fonctionne. Quand vous faites le code de la carte bleue, c'est votre macula qui fonctionne. Et tout en me regardant, vous voyez quand même les mains qui bougent à côté, et tout ça c'est votre rétine périphérique, qui est bien sûr est très importante aussi pour votre déambulation, pour votre capacité de déambuler, de marcher, de faire votre toilette intime tout seul, etc. Et c'est vrai qu'on rapproche très souvent DMLA et diabète. Je pensais que c'était ça votre question, mais Oui. non, la question était autre. Mais on rapproche très souvent parce que pour la DMLA comme pour le diabète, on va faire ce qu'on appelle des IVT. Stanislas se parlait tout à l'heure, les injections intravitréennes. Et ça, c'était une révolution en ophtalmologie il y a maintenant 20 ans. On a découvert les anti-VEGF, donc les anti-facteurs de croissance, qui ont permis de réduire de moitié la cécité dans le monde. Donc ça a vraiment révolutionné la prise en charge de pathologies comme la DMLA, mais aussi l'œdème maculaire diabétique.
Parce qu'on peut considérer qu'avec une DMLA, enfin c'est une question, hein, évidemment on a une vue qui peut être très basse, mais on garde quand même une capacité à voir la lumière, etc., et à se mouvoir. Est-ce que Tout à fait. est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, complètement. Contrairement au glaucome dont on peut parler aussi, parce que aussi le glaucome, lui, Allez-y. est Oui. en extrême et boom, malheureusement, épidémiologique. Mais la DMLA, comme le maculaire diabétique, va atteindre, du moins surtout la DMLA, elle va atteindre la vision centrale, mais va respecter la vision périphérique. Donc les patients peuvent être extrêmement malvoyants, mais pas aveugles. Le glaucome, lui, ça peut rendre aveugle complètement. Aujourd'hui, on a 76 millions de glaucomateux en 2020 à peu près. Et ce chiffre, il va monter à peu près à 112 millions. Je vous ai pris 2040 pour chaque fois se donner un peu un ordre d'idée identique. Donc 112 millions en 2040. On a près de 1 million de glaucomateux en France. En gros, la moitié à un tiers ne se savent pas glaucomateux, donc ne sont pas encore dépistés. Et donc on a un problème réel puisque ça aboutit à une cécité complète et définitive. Bien sûr, Oui, potentiellement. on va voir sur les mesures et notamment de prévention. Mais je voulais encore vous interroger, puisque je vous ai avec nous, on a la chance de vous avoir, essayer de regarder, de faire un rapide examen de toutes les pathologies dont on parle les plus couramment, enfin en tout cas les pathologies courantes. Les autres maladies chroniques, qu'est-ce qu'on pourrait également mettre un focus sur leurs incidences négatives sur l'œil et la vision? Alors, la cataracte, vous savez que c'est la première chirurgie du Bien corps sûr. humain faite au monde, bien sûr. Là aussi, c'est lié à l'âge. Mais si on parle d'âge, je pense qu'il faut parler aussi de l'autre moitié de l'âge, c'est-à-dire les plus jeunes, et parler de la myopie. Parce que la myopie est un véritable enjeu de santé publique aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on voit plus de myopie? Parce que les jeunes générations passent plus de temps sur les écrans, passent moins de temps à l'extérieur. On a un manque d'exposition à la lumière naturelle. Et donc, tout cet essor d'activité de près, ce manque d'exposition à la lumière naturelle ont été pointés du doigt en fait par l'OMS comme des facteurs majeurs de cette hausse. Et la hausse, c'est en gros qu'on attend, si vous voulez, la moitié de l'humanité d'ici 2050 sera myope. La moitié de l'humanité, c'est énormissime. Actuellement, en Asie du Sud-Est, vous avez des régions, des villes où 80 à 90% des adolescents sont myopes. Donc c'est un véritable souci parce que la myopie, je crois que c'est Prune tout à l'heure qui disait, la myopie, ça expose à des complications très graves, la maculopathie myopique, qui atteint de la macula comme la DMLA, mais chez le jeune, mais aussi le décollement de rétine, mais aussi le glaucome dont on vient de parler. Donc vous voyez, il y a beaucoup de pathologies qui peuvent être liées simplement à la myopie. Et donc, il faut absolument... On va- euh, du moins, on a deux enjeux en myopie. On a un enjeu préventif et un enjeu organisationnel. Donc préventif, faire de la prévention, et l'organisation, c'est-à-dire l'organisation, le dépistage, et après tous les moyens de prévention qu'il va falloir mettre en route. on- J'attends vos questions un peu plus si vous le souhaitez, mais je vous laisse oui. mener les débats, Pascal. Merci beaucoup. Oui, tout ce qui touche aux rétinites, inflammatoires, infectieuses, etc. Pouvez nous en dire un mot Alors, peut-être? oui, alors c'est une bonne question parce que toutes ces rétinites, en fait, que vous appelez rétinites, qui ne sont pas inflammatoires, mais sont des rétinopathies en fait d'origine génétique qui touchent aussi le patient jeune. En fait, autrefois, elles étaient condamnées à la cécité et à la malvoyance sans espoir de traitement. Aujourd'hui, en fait, ces dystrophies rétiniennes héréditaires qui touchent l'enfant, l'adulte jeune, hein, euh, on commence à avoir des thérapies géniques. Des thérapies géniques qui commencent à être mises à être à disposition. Et donc, on a pour la première fois des perspectives de traitement. Alors, pas aujourd'hui, certes, mais on a des perspectives de traitement. J'ai déjà implanté, par exemple, trois implants en fait sous-rétiniens pour redonner de la vue à des patients d'MLA atrophiques. Mais potentiellement, ces implants qui sont actuellement en soumission pour obtenir une sorte d'AMM, un label, si vous voulez, et potentiellement après un remboursement, seront aussi à disposition, seront aussi destinés aux rétinopathies pigmentaires. Donc, vous voyez, thérapie génique, thérapie cellulaire aussi qui va venir pour cette fois restaurer de la vue, ou alors, pourquoi pas, un plan sous-rétinien pour restaurer la vue. Donc, On a beaucoup d'espoir progressé à venir. sur... oui, pardon, Laurent. Beaucoup On a d'espoir à venir. progressé sur ces rétinites pigmentaires, notamment donc des pathologies évidemment liées à l'hérédité, donc j'imagine à la génétique et donc à la génomique, etc. Est-ce que l'on y voit plus clair et est-ce que Alors, il y a des progrès en la matière? on progresse. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ça n'existe pas la rétinopathie pigmentaire. Ce sont les rétinopathies pigmentaires. Parce que Ouais, je c'est vois. un syndrome, la rétinopathie pigmentaire. Et sous ce syndrome, il y a plein de pathologies différentes. Et donc, chaque pathologie potentiellement a des mutations différentes
Donc, on a plein de maladies. Certaines sont maintenant bien connues avec des gènes. On a une thérapie génique qui a été lancée il y a quelques années en arrière pour une mutation sur un de ces gènes-là. Mais on a encore plein de patients atteints de maladies de rétinopathie pigmentaire ou de rétinite pigmentaire, comme on veut, dont les gènes n'ont pas été identifiés, donc pour l'instant n'ont pas potentiellement accès à une thérapie génique. Je voulais avoir également votre avis sur cancer et œil. Il y a également, on ne le sait pas assez souvent, mais il y a évidemment des pathologies. D'ailleurs, on dit en médecine qu'elles sont souvent très sérieuses, graves, hein, notamment de mélanome oculaire, etc. Vous nous en dites un mot? Oui, alors à la Croix-Rousse, on est centre de référence pour le mélanome choroïdien, avec une consultation pluridisciplinaire spécifique de mélanome depuis 1983. Donc vous voyez, ça fait 40 ans qu'on fait du mélanome. Le mélanome, c'est la première tumeur ophtalmologique dans le monde. Et en gros, en France, on a à peu près 500 patients atteints de mélanome. Donc ça reste quand même une maladie rare. Le mélanome se traite plutôt bien, puisqu'on a un taux de survie à 10 ans qui est environ de 81%. Donc 80%. Donc on est plutôt pas mal. Ça reste une pathologie grave, mais on n'a pas que le mélanome, on a aussi bien sûr des métastases, on a aussi des tumeurs, des adénocarcinomes parfois, qui sont beaucoup plus rares, etc. Si vous me parlez cancer de l'œil, je pense qu'il faut parler aussi d'une autre chose, c'est qu'aujourd'hui on a de plus en plus de thérapies ciblées pour notamment des cancers métastatiques de mélanome cutané ou d'autres qui atteignent l'œil. Donc c'est vrai qu'on a des effets secondaires au niveau de l'œil qu'on connaît de plus en plus, qu'on maîtrise de mieux en mieux. Et voilà, vous avez parlé de cancer, ça m'a fait penser aussi à tous ces effets secondaires ophtalmologiques, des nouvelles thérapies anticancéreuses systémiques non ophtalmologiques. Oui, on va très vite, évidemment, on saute d'un sujet à un autre. Je voulais vous entretenir quelques instants sur les chirurgies, l'évolution chirurgicale. Alors, on est, et c'est vraiment important en ophtalmologie, dans la vision, c'est évidemment la chirurgie ambulatoire qui a pris une place importante, mais comment vous la dessineriez, l'évolution de cette chirurgie? Et peut-être dites-nous un mot également sur ce couple chirurgien-anesthésiste qui également évolue, enfin, si vous le Alors, voulez bien. c'est une très bonne question. Moi, quand j'ai commencé à 30 ans en arrière, la chirurgie de la cataracte, c'était une chirurgie où on faisait obligatoirement soit une anesthésie générale, soit une anesthésie autour de l'œil par l'anesthésiste, ce qu'on appelle une péribulbaire. Et petit à petit, il y a maintenant 20-25 ans, est arrivée en fait l'anesthésie topique par goutte. Et on le réservait que aux patients qui étaient vraiment très calmes, très gentils, opérés que par le senior, etc. Aujourd'hui, ça a tout changé, tout a été révolutionné, puisqu'on fait une anesthésie topique simplement par goutte pour la chirurgie de la cataracte, pour à peu près, je dirais, 90-95% des patients. Donc nos internes apprennent à opérer sur des patients dont l'œil bouge, finalement. Alors, là aussi, la formation a beaucoup changé. Vous entendez parler de formation, il y aurait beaucoup à dire sur la formation, mais la formation a beaucoup changé. Maintenant, nos internes doivent se former sur simulateurs chirurgicaux ou chirurgical, si vous prenez le singulier ou le pluriel, avant de toucher un œil humain, ce qui n'était pas le cas à mon époque, ce qui est vraiment un plus, je crois. Ils apprennent beaucoup et donc ils ont des étapes, ils ont un cahier des charges à valider avant de pouvoir toucher l'œil humain. Donc pour revenir sur votre question princeps, l'anesthésie a beaucoup évolué. Donc on fait énormément d'anesthésie locale maintenant. Pour la chirurgie de rétine, moi je fais quasiment plus d'anesthésie générale, je fais que des anesthésies locaux-régionales, donc des péribulbaires. Et donc l'ambulatoire, c'est obligatoirement développé de plus en plus grâce à ces techniques d'anesthésie simples, sans risque systémique, j'ai envie de dire, sans risque vital pour le patient. On a quand même toujours besoin de l'anesthésiste. Et c'est vrai que ce couple est un couple important, euh, un couple qui doit se respecter, comme tout couple. Et donc, quand tout se passe dans le respect commun, tout se passe très très bien, même si on a moins besoin qu'avant de l'anesthésiste dans la salle d'opération, j'ai envie de dire, on a quand même besoin de lui potentiellement, il faut le garder. Laurent, peut-être une des dernières questions, si vous le voulez bien, de cet entretien important, c'est l'imagerie, c'est-à-dire le diagnostic. Aujourd'hui, c'est la tomographie qui domine, je crois, avec l'OCT. Dites-nous-en un petit mot, évidemment, avec plusieurs formes d'OCT, en géographie, etc. Alors, voilà, aujourd'hui, le diagnostic, notamment en rétine, se base sur l'imagerie, ce qu'on appelle multimodale.
C'est-à-dire qu'on va faire de l'OCT, mais à côté, on va regarder la photographie du couleur, du fond d'œil. On va regarder l'OCT en géographie. On peut rajouter de l'angiographie en plus. On peut rajouter de l'échographie. Et c'est souvent un faisceau d'arguments qui va vraiment nous aider à poser un diagnostic précis. Donc l'imagerie multimodale est vraiment devenue incontournable aujourd'hui. Et qui dit imagerie, dit IA. Parce que c'est tellement facile de donner une image, d'apprendre à une machine à interpréter les signes importants, et après la machine elle-même, c'est ce qu'on appelle le deep learning, la machine arrive à progresser. Donc on fait de l'IA bien sûr pour dépister la rétinopathie diabétique, mais on fera de l'IA aussi pour prévenir, pour dépister les populations à risque, il faudra plus surveiller, moins surveiller, notamment par exemple pour la myopie. On fait de l'IA dans l'UV8, on développe ça pour avoir des critères diagnostiques qui vont nous orienter plutôt vers telle ou telle étiologie du VIT. Donc, oui, imagerie multimodale, c'est une excellente question, Pascal, bravo, ça montre votre connaissance de notre spécialité, mais aussi intelligence artificielle, et les deux sont vraiment liés. Peut-être dernière question, j'ai envie de rester avec vous encore un peu, mais bon, là, dernière, la prévention. Alors moi, j'ai été frappé par le fait, on l'a un tout petit peu évoqué, c'est que toutes ces pathologies de la vision sont très liées à l'alimentation. Franchement, a priori, on ne s'en doutait pas. Bon, il y a le diabète, soit, mais en réalité... on constate, quand on lit effectivement un peu de littérature là-dessus, qu'il y a des évolutions incroyables liées Alors, à... la prévention, c'est deux parties pour moi, la prévention. La prévention, c'est en effet ce qu'on peut faire à titre individuel. Et puis après, la collaboration. Et vous voyez, je vous ferai, je pense, si vous êtes d'accord, votre transition pour la deuxième table ronde. Merci. La prévention, c'est ne pas fumer, c'est manger des antioxydants, manger des oméga 3, c'est le bon gras, et puis manger des pigments maculaires, parce que les pigments maculaires ne sont apportés que par l'alimentation. Ils ne sont pas sécrétés par le corps humain. Donc il faut manger ce qu'on appelle la lutéine et la zéaxanthine, manger des œufs, le jaune de l'œuf, manger des choux, du brocoli, etc. Donc ça, c'est vraiment... Et puis faire du sport. C'est vraiment la prévention de base. Et puis, j'ai envie de dire, la prévention, en fait, c'est... Notre filière visuelle, c'est pour réaliser les 3 O, c'est vraiment important. Et en fait, on a une responsabilité des différents acteurs de la filière visuelle par rapport à ces défis de prévention. Et tous les acteurs devraient agir de concert. Vous avez les ophtalmologistes, bien sûr. Les ophtalmologistes ont un rôle important dans les innovations et continuent à se former, faire de la recherche clinique. On en a un tout petit peu parlé, bien sûr. Mais il faut aussi qu'ils organisent leur cabinet de manière plus efficiente pour pouvoir répondre à cette demande croissante de la population qui vieillit de plus en plus, donc qui est importante. Et donc pour cela, il va falloir collaborer avec les deuxièmes O, c'est-à-dire les orthoptistes, qui sont aujourd'hui des partenaires vraiment indispensables. Alors, les orthoptistes, on sait que ils sont là pour faire des bilans visuels, des examens préalables, assurer la rééducation, mais ils peuvent nous aider dans le dépistage de masse. Ils nous aident aujourd'hui dans l'organisation des cabinets pour aider l'ophtalmologie. Cette coopération, vraiment, j'ai envie de pointer le doigt dessus, parce que cette collaboration ophtalmo-orthoptiste permet de démultiplier notre capacité de voir des patients, et donc en fait d'arriver à en voir beaucoup tout en conservant un haut niveau de qualité des soins. Et puis le troisième mot, c'est l'opticien. Vous savez, aujourd'hui, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais en gros, on est 6000 ophtalmos, un peu plus, presque 6000 orthoptistes ou un peu plus, et il y a 48 000 opticiens, donc il y a 8 fois plus d'opticiens. Donc ces opticiens ne sont pas simplement des vendeurs de lunettes, c'est véritablement des professionnels de santé visuelle de proximité, parce qu'ils sont 8 fois plus nombreux, et donc très souvent c'est l'opticien qui est le premier interlocuteur du patient en fait. Et donc l'opticien, il a une responsabilité énorme d'orienter le patient, de participer à l'éducation visuelle sur les conseils d'hygiène dont on vient de dire, les conseils d'équipement de basse vision, etc. Et puis l'opticien, il faut qu'il s'adapte aussi à toutes les nouvelles technologies. Et peut-être qu'un jour, on verra l'IA qui viendra, des dépistages de masse faits par une photographie faite dans le cabinet d'un opticien ou à l'école, interprétée par l'IA pour arriver à dépister, à sélectionner les patients qu'il faut envoyer ou pas envoyer. Et puis il y a tout le rôle enfin des institutions et des pouvoirs publics qui devraient soutenir activement par des plans de santé publique, par le financement de la recherche, par l'organisation territoriale. Et là, peut-être que il y a encore sûrement beaucoup à faire. Donc voilà, je vais terminer là-dessus en disant que cette collaboration, elle était aussi importante dans la prévention à faire.
C'est sympa parce que c'est ce que nous allons essayer de voir avec nos invités suivants. Merci beaucoup. Vous nous avez vraiment montré l'importance. Franchement, là, le moment est important. Vous nous avez montré que la recherche, la science était essentielle pour que les sociétés évoluent correctement. Le bien-être, évidemment, des uns et des autres, des citoyens. Vous savez, dans un moment où peut-être, d'ailleurs, pas si loin que cela de nous, hein, c'est-à-dire de l'autre côté peut-être d'un océan, il y a des doutes et où la science elle-même est attaquée. Merci de nous avoir rappelé ces moments importants qu'il faut partager avec tous et avec toutes. L'importance de la science et de la bonne information en médecine. Merci professeur Laurent Kodjikian. Heureux de vous avoir retrouvé. Voilà, nous poursuivons notre conversation avec plaisir avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants pour cette deuxième table ronde. Nous connaissons effectivement, comme nous avons déjà commencé à le dire, une évolution importante, des changements dans l'organisation du secteur de la santé et notamment ce qui est nouveau de formalisation des rapports entre les professionnels de santé que vous êtes. L'optique a d'ailleurs, de ce point de vue-là, si on veut bien regarder les choses avec un certain recul, a souvent été pionnière au travers de ces schémas de coopération. Donc il y a des transformations médicales qui s'opèrent, qui font évoluer la médecine et la santé. Le système de soins est également mis sous tension par des réformes structurantes en termes de formation initiale et continue, en termes d'accès aux soins, en termes de mesures économiques. Il y a eu des mesures prises par les gouvernements, je dirais, des mesures gouvernementales et parlementaires qui tentent de répondre à la fois aux attentes des professionnels, mais également des citoyens, et aux inquiétudes d'ailleurs des citoyens. Donc, quelles sont les réponses des professionnels sur ces sujets? J'ai beaucoup de plaisir de retrouver Mélanie Ordines. Vous êtes la présidente du SNAO, c'est-à-dire du syndicat des orthoptistes. Exactement. Vincent Dédès, bonjour. Vous êtes le président du SNOF, donc le président du syndicat des ophtalmologistes. Jean-François Porte, vous êtes le président du ROF, le Rassemblement des opticiens de France. Et Hugues Verdier-Davioud, vous êtes le président de la FNOF, la Fédération nationale des opticiens de France. On commence, si vous le voulez bien, par brosser, planter comme ça quelques éléments de politique générale, de politique en santé. Peut-être avec vous d'ailleurs, Vincent Dédès, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. Un mot sur la question de la démographie médicale. Est-ce qu'elle s'améliore vraiment? Je disais au début que probablement la prise de conscience par les pouvoirs publics et par les citoyens du manque d'ophtalmologistes a été déterminante dans l'ambiance générale. C'est-à-dire que les délais étaient trop longs, on n'arrivait pas à avoir son ophtalmo, enfin, etc., plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Je pense que ça a été un sujet central. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que, quelques années après les premières mesures qui ont été prises, est-ce que c'est toujours aussi mauvais ou est-ce que ça s'améliore? Vincent Dédès. Je ne pense pas que ce soit les politiques qui ont amélioré l'état des choses. En fait, ce n'est pas les mesures. En fait, c'est finalement la coopération et le travail entre les orthoptistes, les opticiens et les ophtalmos. Finalement, c'est le développement du travail aidé et la coopération au sein et en dehors des cabinets. Malheureusement, souvent, les politiques réagissent plus avec une échéance très très courte avec leur élection à moyen terme. Le débat qu'on a pu voir actuellement avec la loi Garot, qui était effectivement d'imposer effectivement aux médecins de s'installer, c'est une loi quand si elle un jour elle arrive à être opérationnelle, ce que je doute énormément, de toute façon on arrivera déjà à contre-courant. Aujourd'hui, la démographie, elle s'inverse. C'est sorti aujourd'hui, le Conseil national de l'ordre a donné, on va avoir une augmentation de plus 1,7 à plus 2% pour les médecins, toutes spécialités confondues, et encore plus sur les spécialistes. Et en ophtalmologie, aujourd'hui, on va avoir un solde positif de 50 à peu près ophtalmologistes dès cette année.
Donc ça va bouger quand même assez vite pour une raison très simple, c'est qu'on va avoir un effondrement du nombre de départs en retraite, puisque c'était les gens qui étaient nombreux. La génération qui est passée au moment d'un numerus clausus extrêmement dur, qui partira en retraite dans plutôt 10-15 ans. Donc on va avoir un effondrement du nombre de départs en retraite, et en face, on a eu une grosse augmentation du numerus clausus, maintenant le numerus apertus. Vous le sentez déjà, oui, cette augmentation du numerus apertus? Le Conseil de l'Ordre vient d'annoncer effectivement plus de 2% de médecins effectivement, qui vont arriver là chaque année en fait. Je reviens sur la loi Garot pour celles et ceux qui nous regardent et qui auraient moins suivi, parce que ce n'est pas une loi qui touchait directement les ophtalmos. Tous les médecins. Enfin, tous les médecins. Oui, alors là, c'était effectivement à la clé, il y avait incitation ou coercition, disons, sur l'installation. Mais vous dites, aujourd'hui, la situation de l'ophtalmologie, des ophtalmologistes, et donc du service rendu, évidemment, aux citoyens, c'est moins prégnant, moins angoissant, moins inquiétant que ce que c'était? Alors je donnerai juste un seul chiffre, c'est moins 70% en délai médian en cette année. Par exemple, chez vous, là, vous êtes à Lille. À Lille. On attend combien de temps pour alors ça venir dépend vous avec voir qui, mais sur un ophtalmologiste hors centre de santé, parce qu'on les sort un peu du package parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, sur la métropole lilloise, si on part sur la métropole lilloise, 1,5 million d'habitants, on a un rendez-vous en moins de 48 heures. Et dans toutes les métropoles, 10 métropoles en France aujourd'hui, 40% de la population, c'est un rendez-vous en moins de 48 heures avec un ophtalmologiste. Si je prends une petite ville de France, je ne la cite pas, mais enfin, plusieurs peut-être, il va y avoir des questions, donc vous pouvez poser des questions et peut nous dire si dans votre ville ou dans votre région, dans votre territoire, la situation s'améliore. Mais si je prends une ville moyenne de la France, 7-8 000 habitants, par exemple, vers l'est de la France ou dans le centre, vers Aurillac, par exemple. Là, ça marche bien. On n'est pas sur oui, en fait, on voit très bien les jeunes aujourd'hui. Le modèle d'installation le plus typique des jeunes, de la jeune génération aujourd'hui, c'est je me regroupe, je rejoins finalement un cabinet de groupe. Et effectivement, pour avoir une activité intéressante, la plupart du temps, et puis répondre aux besoins des patients, je crée d'entrée de jeu ce qu'on appelle un site multiple. Ils vont créer un deuxième site qui va être sur une ville moyenne, voire petite. D'ailleurs, la réduction des délais, ces 2 dernières années, elle a été meilleure finalement sur les villes moyennes et petites que dans les métropoles. Parce qu'arrivé à un certain moment, on ne va pas faire mieux que mieux. Et aujourd'hui, la réduction des délais, elle est plus importante sur les villes moyennes. Alors effectivement, on aura probablement des gens qui vont nous dire ma grand-mère, elle n'a pas réussi à avoir rendez-vous avant 6 mois, bien sûr. Il reste quelques territoires effectivement qui restent encore en difficulté, mais le délai médian aujourd'hui, il est très clair, ça continue de s'améliorer. On va avoir les nouveaux chiffres qui sortiront probablement cet été. Et on a déjà des tendances qui sortent, puisqu'on a l'Observatoire de la santé d'un gros opérateur de rendez-vous Internet qui a déjà commencé à travailler. Et effectivement, on voit que les délais sont encore en train de s'améliorer. Donc alors, dans la filière, c'est fait. On va rentrer dans le détail, parce que c'est un peu le sujet de notre table ronde et d'ailleurs de l'ensemble de notre émission, l'accès aux soins. Mais donc vous dites, vous qui a sans doute le numerus clausus qui a augmenté, donc les universités ont eu la possibilité de recruter plus d'étudiants et donc d'en faire sortir plus d'étudiants. D'ailleurs, transformation du numerus clausus en numerus apertus. Encore qu'on ne sait pas, M. Neuder a dit qu'il ne voulait même plus de numerus apertus. Donc on se reverra là-dessus. Mais enfin, il n'en reste pas moins que ça, c'est une des raisons. Et quelles sont les autres raisons, selon vous? Et puis on rentrera dans les détails. Mais plus efficace aujourd'hui actuellement, parce que là, ça commence seulement, l'augmentation du nombre d'ophtalmologistes augmente. Et je pense que je ne suis pas certain qu'il faille aller beaucoup plus loin en termes de formation, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même ça, il faut bien les former. Aujourd'hui, je suis quand même surpris parfois des politiques en disant 10 000, 12 000, 15 000 médecins. En face, il n'y a pas d'augmentation des universitaires. Donc c'est quand même compliqué pour les former, c'est pas simple. Donc on ne voit pas comment on va faire, mais il va falloir effectivement réfléchir à cette solution. C'est surtout finalement la baisse du nombre de départs en retraite. On était jusqu'à 200, 250 ces dernières années. On va passer à 150 cette année. Et d'ici 2-3 ans, on va passer à 100. Et le nombre d'installations en ophtalmologiste est à peu près stable depuis pas mal de temps. C'est aux alentours de 220. Donc on voit bien que finalement ce qui va être extrêmement rapide, c'est la réduction du nombre de départs en retraite et un nombre de médecins qui s'installent. Oui, c'est important, mais expliquez-moi pourquoi c'est pas tellement naturel ça. C'est parce que ils ont plus d'avantages de rester ou c'est parce qu'on a une baisse? C'était la courbe en fait. Je peux prendre ma génération. Moi, je suis une génération où on est passé, il y avait 3000 médecins. C'est la période la plus dure, transparent, j'ai 56 ans. La génération au-dessus de moi, ils étaient 7000. Donc aujourd'hui, les gens qui ont 10-15 ans de plus que moi, effectivement, étaient 7000 en formation. Ceux-là sont en train de partir en retraite. Cette génération, effectivement, part en retraite. Et la génération derrière qui a subi de manière extrêmement dure le numerus clausus, on est beaucoup moins à partir. C'est vraiment purement mécanique, en fait. Donc, et après, on aura en plus l'arrivée des jeunes qui va arriver tout simplement en nouvelle installation. Mélanie Ordines, même question. Plantons le décor de la situation de votre profession et d'une manière générale du système de santé. Bon, Vincent Dedesse l'a un petit peu
aborder, c'est-à-dire aussi le travail avec les orthoptistes. Oui, donnez-nous quelques repères. Ça, c'est certain qu'on est d'ailleurs très très fiers de cette synergie qui s'est toujours fait autour des 3 os, puisqu'on est là. Il y a quelqu'un qui m'avait soufflé une idée que ça qui était très belle, c'est le 1 + 1 = 3, en fait, dans la filière visuelle. Et ça a montré vraiment la valeur de ce travail de coordination, parce qu'on est systématiquement cité en exemple sur comment améliorer l'accès aux soins en France. C'est vraiment les protocoles, le travail aidé, la coordination entre ces 3 professions. La filière visuelle est un exemple d'accès aux soins en France, donc on est quand même assez fiers. On a aussi, nous on a 10%, donc 14% d'augmentation tous les ans d'orthoptistes sur le territoire, sans compter les diplômes étrangers. Donc on augmente bien. On a aussi cette volonté, on avait fait des études depuis plusieurs années, de vouloir s'installer dans les zones sous-dotées, puisque comme on l'a souvent expliqué, l'histoire faisait que les orthoptistes travaillaient souvent, quand elles travaillaient, on travaillait des très proches, ou chez les ophtalmos, ou très proches des ophtalmos. Les protocoles, la télémédecine, le télésoin a fait que la distance est possible. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci pour un orthoptiste de se dire qu'elle va s'installer n'importe où sur le territoire. Donc ça, c'est quand même un point très, très important. Et c'est vrai que on restera des partenaires. On continue à travailler comme ça, donc avec les observatoires et ainsi de suite. On réfléchit. Donc la loi Garot, nous, on n'en fait pas partie, mais on se pose la question pour pas être dans une liste comme ça où on nous oblige à faire certaines choses. On est toujours dans une dynamique de se dire où est-ce qu'on va aller s'installer. Donc nous, en tant que syndicat, on forme les jeunes diplômés, on leur forme à utiliser Carto Santé, à utiliser le meilleur outil pour l'aide à l'installation, pour vraiment apporter de l'accès aux soins un petit peu partout. Vous êtes probablement une des professions du secteur, mais de manière générale, qui a été particulièrement touchée, peut-être en bien, enfin vous allez nous dire, ou peut-être avec des difficultés, par les dernières lois. Alors je pense essentiellement à la loi Rist de 2023. Vous revenez peut-être là-dessus. Est-ce qu'elle a été... à quelle incidence? Ma question surtout, c'est pas de refaire la loi Rist, elle date de 2023, ça fait déjà 2 ans. Mais est-ce qu'on a un petit recul? Est-ce que vous avez un recul? Et en quoi elle a participé à améliorer, si elle a amélioré l'accès aux soins? On était juste un peu avant, parce que c'était la loi Rist. Après, ça a été une deuxième loi, parce qu'elle s'est mise en application en 2023. Donc l'accès direct, la primo-prescription, tout ça. Et c'est vrai que les chiffres répondent de eux-mêmes. On a 7,6 millions d'actes de primo-prescription ou d'actes d'acuité visuelle par l'orthoptiste en libéral ou en salarié ou en préconsultation. Vraiment, il y a une augmentation qui est énorme. Et cet accès direct, on a les chiffres qui arrivent, parce que comme c'est 2023, le temps que nous, on n'a que les chiffres de 2024, ils ne sont jamais très rapides. C'est la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est toujours un peu long, même si on est en juin. Mais tout ce qu'on voit, c'est exponentiel. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, les chiffres, le dépistage, la primo-prescription, alors les lentilles c'est différent, ça a été beaucoup plus retardé, mais l'accès aux soins est bien meilleur, ça permet de travailler sur la coordination et la coopération, et comme le disait Vincent, c'est qu'il y a le côté des lois, c'est toujours sur une vision très, très courte. Il faut que tout change en 3-6 mois. Alors, on nous pose des lois, mais c'est pas faisable. Quand on regarde ce qui s'est passé sur 7 à 10 ans, c'est énorme. Nous, on est passé de 2500 à 6600. Le travail aidé a explosé, les délais ont diminué. Donc oui, c'est sûr que nous, l'accès direct, c'est un plus. C'est un plus pour améliorer l'accès aux soins, mais c'est une coordination, c'est un travail vraiment. Et il faut rappeler quand même que toute cette organisation, c'est une organisation, à prendre un exemple, parce que c'est plus humain, c'est plus facile pour les patients, et c'est plus efficace, et c'est aussi plus économique. C'est vraiment une organisation sur la santé publique qui est vraiment à prendre en exemple. Pourquoi vous dites plus humain? Plus humain parce qu'on arrive quand même à avoir réussi à diminuer l'accès aux soins tout en gardant la présence médicale en fin de parcours et humaine d'un orthoptiste et pas d'un auxiliaire ou d'un opticien. Donc on a l'orthoptiste, l'opticien, on a l'ophtalmo après, donc il y a le cœur quand même de toutes les professions qui sont présentées, différemment de ce système qui se vante d'aujourd'hui par des publicités d'apporter de l'accès aux soins par une connexion en 3 minutes et avoir une ordonnance. On préfère quand même notre accès aux soins. Mais on va rentrer dans les détails. Mais en fait, vous nous confirmez, pour faire un peu de science politique, on aime bien ça, c'est de dire quand même, on a ce secteur, le vôtre,
a été réellement, si on veut regarder le temps un peu plus long, dans cette dernière période, a été profondément transformé. Ah oui, ça a été profondément transformé. En tout cas pour vous. Ah mais pour moi c'est sûr, pour la filière visuelle ça l'est. J'aime le dire que quand on est quand même cité en exemple par le président de la République sur un 20h en disant qu'il faut s'inspirer de la filière visuelle pour améliorer l'accès aux soins, c'est qu'on a quand même fait nos preuves depuis plusieurs années. Et donc on est très fiers de ce travail-là. Pour engager notre conversation, Jean-François Porte, pour commencer, et chez les opticiens, qu'est-ce que c'est qui est déterminant de cette période, si on fait un peu de politique? Je pense qu'on est à un moment charnière aujourd'hui, à la fois dans les politiques, la situation actuelle de la France, hein, les problèmes d'argent aussi, sécurité sociale. On a beaucoup de sujets qui arrivent. Nous, on va se féliciter aussi ce soir de l'annonce de Vincent et de Mélanie sur cette arrivée future de médecins, d'orthoptistes, et c'est quelque chose de très intéressant pour nous. On va suivre ça de près, on va bien sûr regarder, voir comment ça va s'organiser. Nous, aujourd'hui, ce qu'on attend aussi, c'est une bonne organisation territoriale, et ça va être important, parce que je crois, Vincent, je pense pas que tu en aies parlé, mais il y a une volonté aussi de se structurer pour aller au plus près de la population, et nous, opticiens, je pense qu'on a un rôle à jouer. Alors, avec beaucoup de bienveillance, je vais répondre aussi à Mélanie sur le côté joli de 1 + 1 = 3. Et j'aime bien aussi dire que le 1 + 1 + 1 fait 3 aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vision qu'on a aujourd'hui, c'est bien de travailler et de rentrer encore plus. On est une filière qui fonctionne, qui marche. Je pense qu'on a des étapes à franchir, à passer ensemble, sans aller sur les métiers de Mélanie et de Vincent. C'est pas un sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de travailler encore mieux pour apporter un accès aux soins. Parce que je pense qu'il faut qu'on mette aussi au centre du débat, au milieu de la table, c'est le patient. Et je pense qu'on a des choses à faire aussi, nos opticiens, on a des compétences, on est commerçant, mais aussi professionnel de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'avenir doit travailler encore plus, montrer qu'une filière est encore plus capable de se structurer. Quand on voit ce qui va se passer, certainement, c'est des cabinets secondaires, et aujourd'hui, 13 000 magasins sur la France. Et on est très proche de vos cabinets secondaires. Et donc, nous, on a des choses à faire, je pense, en lien encore plus avec des orthoptistes qui vont aller s'installer, des ophtalmos. Et on a ces compétences. Plus, aujourd'hui, et je ne sais pas si on va en parler après, mais on a entendu sur le premier débat tout ce qui va arriver sur l'IA, la technologie, qui va transformer, et il ne peut pas y avoir une personne autour de cette table qui va dire que rien ne va être transformé. Nos métiers vont être transformés. C'est pas possible autrement. Donc voilà, comment on va faire évoluer, et je pense qu'on a intérêt à la faire évoluer ensemble. Et pas... à peu près, on a combien d'opticiens en France? 44 000 et 13 000 magasins. 13 000 magasins. Combien d'orthoptistes? 6 300, 6 500. D'ophtalmo? 6 000. 6 000, d'accord. Et j'allais dire, mais c'est peut-être à vous, Hugues, que je vais poser cette question. Le secteur a été donc sujet, Mélanie nous le disait, Mélanie Ordinès, le sujet d'intérêt des pouvoirs publics, et notamment d'ailleurs des parlementaires. Il y a une dernière PPL qui a parlé, enfin qui a en tout cas touché votre secteur. En tout cas, on a vu que les pouvoirs publics s'intéressaient tout particulièrement à la structuration, à la restructuration de votre secteur. C'est intéressant d'ailleurs d'en parler pour en tirer quelques conclusions. Peut-être un premier commentaire général et après on rentrera dans le détail. Alors, surtout ce que je viens d'entendre, je trouve ça formidable. Il y a bientôt trop d'ophtalmos, on sait pas, on n'est pas très loin. Je pense que si les choses s'organisent, il y a quand même des points d'alerte sur lesquels il faut ne pas se mettre des œillères et qui pourraient intéresser les pouvoirs publics et définir une future charnière. Je lisais dans l'un des derniers rapports de l'adresse, le dernier publié, que les dépenses de soins courants en médecins spécialistes ont augmenté 3 fois plus vite que les dépenses de soins courants. Que les ophtalmos contribuent très largement à l'augmentation de ces soins, sans doute à juste titre, que chez les orthoptistes, les consommations de soins ont augmenté de 3,3 en valeur et 2,2 en volume, c'est-à-dire plus en valeur qu'en volume, et que la répartition des orthoptistes aujourd'hui se fait essentiellement dans des centres de santé. Et donc aujourd'hui, tout ça fait que les chiffres sont beaux, mais pour l'instant, ne répondent pas encore à tout. On a encore des déserts médicaux. On a encore des délais d'attente dans certains coins de France. Et ces populations-là ne valent pas moins que les populations de centre-ville. Il est donc urgent, effectivement, de s'organiser pour que ces populations-là puissent être prises en charge.
l'accès, les délégations qui ont été fournies aux orthoptistes, alors tu n'avais pas les chiffres, mais je vais te les donner. En 2023, pour les prescriptions initiales d'équipement par des orthoptistes, c'est 0,13% et 0,21% en 2024. Quant à la Contacto, c'est 0,029 et 0,03. Ça, c'est normal sur la Contacto. Parce que C'est arrivé il y a 3 mois, le dernier arrêté. J'entends. Ce qui n'explique pas d'ailleurs pourquoi ils ont supprimé purement et simplement le bloc compétences Contacto et Basse Vision de la licence professionnelle. Parce que, soi-disant, nous marcherions sur les plates-bandes des ophtalmos et des orthoptistes. Donc c'est ni plus ni moins qu'un scandale. Mais c'est pas comme ça qu'on va mieux accéder, amener Vous à l'accès aux répétez un soins. tout petit peu les deux chiffres, parce qu'il faut qu'on vous suive. 0, répétez Alors, ces deux sur la prescription initiale pour les orthoptistes, c'est 0,13% en 2023 et 0,21% en 2024, c'est-à-dire pas grand-chose, même si ça a presque doublé, on pourrait dire. Et sur la Contacto, c'est marginal, on va dire. C'est 0,029 et 0,03. Ben, c'est les chiffres de la CNAM. Donc, voilà. Oui, enfin, il faut aussi que ça non. se mette en route, non? Déjà, ça a doublé, donc c'est exceptionnel. Et puis nous, on est ravis en fait. Nous, oui, j'entends bien. Mais non, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment important de se dire que cette loi n'a pas été faite pour que plus de patients sortent avec des lunettes. C'est que plus de patients rentrent dans l'accès aux soins. Notre réglementation aujourd'hui, notre loi, notre accès direct est médicalement encadré. Là, moi, mes chiffres, c'est pas ceux-là, parce que moi, mes chiffres, c'est le nombre d'actes qui ont été faits. Je suis un petit peu gêné par l'idée qu'on rentre chez quelqu'un pour faire un examen de vue pour avoir des lunettes. Parce que derrière sous-jacent, il y a une espèce de connotation qui ne me plaît pas. C'est trop. juste que les chiffres là, c'est la prescription. Ouais. Mais moi, mes chiffres, c'est l'entrée du patient, c'est l'acte qui a été écouté. Et c'est pas cela. C'est-à-dire que c'est pas le nombre de lunettes qui a été prescrite, parce qu'heureusement pour nous qu'à chaque fois que quelqu'un qui était en dehors du médicalement encadré, on l'a réadressé. Vos chiffres sont pas opposables. Moi, je vous donne ce que nous donne. Oui, mais ce qui est pas même très positif. C'est-à-dire qu'on est ravis de se dire que ça, en prescription, c'est doublé, que nos chiffres sont plus élevés, et ça veut dire que ça a fonctionné, l'accès aux soins. Mais en effet, des prescriptions, on n'en a pas fait énormément. On a un problème aussi, et tu le sais, tout le monde le sait, avec les mutuelles. On le sait, ça ne rembourse pas correctement, mais nous, on est ravis de se dire que les patients viennent chez nous et rentrent dans la filière visuelle. Ce que je veux dire, c'est que au-delà des orthoptistes, et effectivement, je pense qu'on pourrait, nous, rentrer dans les cœurs d'université pour aider à former, pourquoi pas en réfraction les ophtalmos et en mathématiques les orthoptistes. 1 + 1 = 3, oui c'est vrai, mais je suis assez de l'avis de Jean-François sur le 1 + 1 = 3. On a un peu tendance à nous oublier, et je l'entendais sur le débat précédent, où sur la contactologie par exemple, on a oublié qu'on pouvait aussi faire de la contacto. Mais on était le aussi formés. Pourquoi le 1 + 1, vous n'êtes pas dedans? Ah ben, c'est toi qui nous a éclaté tout à l'heure. Bah pas du tout, j'ai dit que 1 + 1 = 3, mais c'est pourquoi c'est pas opticien. Mais pourquoi ce serait pas opticien et orthoptiste? Mais il faut pas toujours se sentir exclu en fait. On est souvent Moi je trouve ça. mis en marge mais parce que peut-être qu'il faut pas le penser comme ça. C'est peut-être un débat entre les optimistes et les pessimistes. Vous savez, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Alors, je l'ai remis le besoin de plus. Non, mais moi c'est dans ma vue comme ça. Vous avez quand même une façon de vous expliquer. Pour revenir sur la question initiale, c'est que je pense que les pouvoirs publics aujourd'hui vont s'inquiéter si on doit faire des économies sur la sécurité sociale, puisqu'il va falloir trouver des sous. Ils vont probablement s'inquiéter des coûts qui sont donnés par l'adresse chez les ophtalmos, chez les orthoptistes. Et pourquoi les opticiens n'auraient pas un rôle à jouer sur justement une part d'économie à faire. Et donc c'est tout le débat qu'on doit avoir entre nous aujourd'hui pour construire et aller présenter au pouvoir public des sources d'économie potentielles et sans perdre l'intérêt du patient. Et pour rebondir encore sur les pouvoirs publics, je pense que c'est important. Et depuis 1 an où j'ai pris la présidence de syndicat, on a réengagé plus fortement un accès à ces pouvoirs publics, aux députés, aux sénateurs, etc. Et on a aussi une problématique de terrain. Je reviens, Hugues en a parlé. Et ces gens-là ont besoin de trouver des solutions. Et là, l'opticien arrive aussi aujourd'hui. Mais je le redis, nous aujourd'hui, on ne veut pas venir faire du métier de médecin. On ne veut pas venir, mais on a un rôle à jouer. Et là, les pouvoirs publics ont un intérêt très fort, puisqu'il y a le patient et on oublie aussi ces populations
populations oubliées. On pourra en parler, je pense que ça va venir dans le débat. Les EHPAD, l'enfant. On peut parler de la myopie, mais moi j'aimerais bien plutôt parler de l'enfant, parce que la myopie est peut-être un sujet problématique, mais l'enfant est aussi un sujet très problématique en France aussi. On a peu d'ophtalmos qui font de l'enfant. Quand on en trouve, c'est très compliqué, puisque du coup, on envoie beaucoup de populations vers quelques ophtalmos qui sont spécialisés. Aujourd'hui, on a besoin aussi de travailler plus sur l'enfant, je pense, avec les orthoptistes et les ophtalmos pour apporter des vraies solutions. On doit avoir un véritable accompagnement sur l'enfant. Et nous, opticiens, on ne peut pas laisser ça à côté et dire on est là que pour vendre des lunettes. Je vais, si vous le voulez bien, on va faire comme ça, on va prendre quelques sujets et puis vous nous donnerez nos sujets détaillés. Je voulais quand même, puisqu'on avait dit qu'on parlait un peu de politique, il y a eu notamment une PPL, on a parlé de celle de Madame Rist qui a beaucoup touché plutôt, je crois, les orthoptistes, mais vous, il y a eu celle du député de l'Ain, Romain Daubier. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a eu une partie qui a été annulée, mais pas la totalité. Dites-nous un peu clairement ce que celles et ceux qui nous regardent, qu'ils soient opticiens ou ophtalmos ou orthoptistes, doivent retenir de ça. Qu'est-ce que ça va donner? Je pense que c'est pas le sujet le plus important aujourd'hui, parce qu'il y a peu de chances qu'elle passe, et voilà, c'est pas un sujet majeur de notre débat, je pense, aujourd'hui. Cette proposition va pas passer, donc de toute façon, aujourd'hui, on a plus d'intérêt à travailler sur des solutions que de regarder ce qui... Voilà. Hugues Verdier-Daviou. Moi, je pense qu'elle est intéressante. Elle est malheureusement un peu prématurée. Ça aurait été bien qu'on puisse éventuellement l'évaluer avec les prescripteurs. Néanmoins, si nous, on a des propositions à faire, on n'a pas forcément besoin non plus de l'aval des prescripteurs pour déposer des propositions de loi. Mais il est un peu prématuré, à mon sens, de la présenter aujourd'hui, alors qu'on va rentrer dans une phase de discussion de PLFSS, où elle aurait pu être intégrée, où on a une discussion à mener aujourd'hui sur l'adaptation au primo, puisqu'elle a été sanctionnée au Conseil d'État, et il va falloir revenir autour de la table pour ne pas perdre ce qui était censé être un avantage ou un effet positif pour le patient. Donc il va falloir qu'on se remette à discuter avec les prescripteurs. Vous voulez dire un mot ou pas? Oui, parce qu'on a plein de sujets. Oui, cette loi est très compliquée, puisqu'en fait, aujourd'hui, elle est extrêmement mal écrite. En fait, elle donne quasiment les possibilités à un opticien d'avoir toutes les capacités d'être ophtalmologiste, jusqu'à l'examen en lampe à fente au biomicroscope, ce qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas automatique, et faire le diagnostic. Donc on voit bien qu'elle est extrêmement mal écrite, écrite et proposée par des députés qui ne sont pas du milieu de la santé, d'ailleurs, parce que ce n'est pas des gens des commissions des affaires sociales. Donc en fait, on revient sur tout juste ce qu'il disait avant, c'est qu'aujourd'hui, souvent, pour beaucoup, effectivement, de politiques, la filière visuelle, c'était des lunettes. D'ailleurs, pour eux, la difficulté, c'est l'accès à la lunette. Et on n'est pas très surpris aujourd'hui qu'il y ait très peu de prescriptions faites par les orthoptistes. Je rejoins, c'était pas le but, en fait. Enfin, nous, on l'a montré jeudi. Si vous cherchez à avoir plus de prescriptions de lunettes, à part mettre 2 paires de lunettes aux Français, je vois pas comment on va pouvoir faire plus. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement bien équipés en France. On a le taux d'équipement qui est parmi les plus élevés au monde. On vend plus de lunettes en France qu'en Allemagne. Donc aujourd'hui, ça fonctionne bien, et c'est grâce à la coopération des trois. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour les politiques, souvent, la filière visuelle, c'est la lunette, alors que c'est plus le sujet du tout. Et je reviens sur les territoires en tension. Ces territoires en tension, effectivement, c'est très bien d'avoir des opticiens sur ces territoires-là, mais ces patients-là, ils ont besoin d'une vraie présence médicale, et souvent une présence médicale complète, parce que c'est des gens âgés, éloignés des soins, qui sont difficiles, et donc souvent c'est un vrai médecin. Donc on porte et on pense que c'est beaucoup mieux dans cela de faire, l'ophtalmo va se déplacer, et on peut s'appuyer bien évidemment sur les autres professionnels autour, l'orthoptiste, l'opticien de territoire. Voilà, là c'est vers ça qu'on pousse, mais si l'ophtalmo n'y va pas, je pense qu'on n'apportera pas une bonne solution. La petite grand-mère de 90 ans qui n'a pas vu un ophtalmo depuis 15 ans, la mettre derrière n'importe quel appareil avec un non-professionnel de santé aguerri n'a strictement aucun sens. Et je pense que pour répondre, et c'est important à Vincent là, et c'est vraiment très important, c'est qu'aujourd'hui effectivement, et si on veut pas des dérives dans tous les sens, il va falloir qu'on travaille à un protocole. Il y a eu les orthoptistes qui ont un protocole avec dans cette filière, et aujourd'hui, nous pensons que les opticiens doivent aujourd'hui travailler pour justement construire aussi. On n'est pas pour dire qu'il faut refaire une réingénierie de votre diplôme. Alors, donc aujourd'hui, il faut retravailler très sérieusement dessus, parce qu'aujourd'hui, demander des compétences quand le diplôme n'est pas au niveau, et vous êtes les premiers à reconnaître qu'aujourd'hui, on a quand même un problème de niveau d'opticien formé. Donc déjà sur le cœur de métier de l'opticien, donc il faut effectivement
réfléchir comment on forme les gens, et à partir de ce moment-là, on va voir, les orthoptistes sont des gens qui sont formés avec nous dans les hôpitaux, qui découvrent la pathologie pendant 3 ans à côté des ophtalmologistes. À un moment, il va falloir, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il faut savoir aussi ce qui se passe sur le terrain. Et on a conscience de choses qui arrivent, de choses qui nous dépassent. La technologie arrive, des choses qui sont en train de se passer, et si on ne cadre pas, et je pense qu'on ne va pas attendre. Bien évidemment, aujourd'hui, demander un protocole est en lien avec la réingénierie de notre formation, c'est une obligation, mais si on ne travaille pas en amont, on va laisser faire des choses. Et ça sera trop tard après. Et il faut travailler parce que sinon, on doit travailler sur ces sujets-là. On peut mettre les points sur l'île parce que faire des choses... Mais on est là pour ça. On va être clair. C'est-à-dire que ce que tu parles, je suppose, hein, c'est les 10-12% d'opticiens qui aujourd'hui pratiquent une téléexpertise de manière... on va dire en étant soft, pratiquement quasiment illégal, en tout cas non conforme, avec tout simplement une ordonnance qui est envoyée par un ophtalmologiste partenaire, qui est souvent soit actionnaire direct ou indirect de ce genre de solution, avec des ophtalmologistes qui génèrent parfois des dizaines de milliers d'ordonnances pour effectivement les opticiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie question, et je vous rejoins, et vous connaissez mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un vrai besoin de faire le ménage, effectivement, sur cette pratique-là, et vous êtes positionnés tous les deux assez clairement, et je vous en remercie, de dire qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui est pas bonne, qui met les patients en danger, qui engage aussi les mais qui engage aussi l'ophtalmo qui est dedans. Tout à fait, bien sûr. Oui, c'est pas que nous. Oui, vous aussi, bien sûr. les ophtalmos, mais en fait, la engagés justice en aussi France, elle est très très longue, et moi j'attends effectivement un positionnement un peu plus clair, effectivement, de l'organisme payeur. C'est tout à fait normal. On peut ronchonner parfois effectivement sur les complémentaires, mais à partir du moment où on paye, c'est normal de vérifier est-ce que l'ordonnance, elle a été obtenue de manière sécuritaire pour le patient ou de manière légale. Aujourd'hui, le discours il est clair. Ces ordonnances aujourd'hui, bon, le débat sera tranché puisque ils nous ont amenés au tribunal, donc on va discuter avec ces gens-là. Donc, mais c'est très clair qu'aujourd'hui, il n'y a personne autour de cette table qui viendrait dire que ça c'est de l'accès aux soins. Il n'y a pas d'accès aux soins, il n'y a pas de soins. Ça répond à un besoin d'ordonnance dans certains endroits. Ça répond à un besoin où d'ordonnance de lunettes, mais pas de patients, pas de besoin. Ça répond de vente de lunettes. Ça vend des lunettes. Je vous laisse parce que c'est vraiment important, mais vous allez y revenir. Mais le temps passe, hein, le temps imparti est court. Donc on va lister 2 ou 3 sujets. Vous pourrez revenir sur ce sujet important, sur le dépistage des enfants. Ça, c'est quand même aussi un peu chez les orthoptistes un centre d'intérêt majeur, me semble-t-il. Oui, de toute façon, ça faisait partie de cet accès direct, le dépistage chez l'enfant de 9 mois, 1 an et demi, de 2 ans et demi à 6 ans. La veille des 6 ans. C'est pareil, ça s'est mis en place. On a les chiffres que de 2024 aussi. On est à peu près à 25 000 prescriptions. On rajoute ça à DP2O, qui est un dépistage conventionnel, qui est seulement en vague 2, qui représente, en fait, ça veut dire conventionnel, c'est organisé avec la Caisse d'assurance maladie, où tous les orthoptistes vont dans les écoles dépister en petite section de maternelle. Vous rajoutez ça à tous les organismes de formation, de dépistage, comme le Cadet, l'Enkeller, et j'en oublie plein, excusez-moi pour tous ceux que j'oublie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, rien qu'en chiffres, on est passé, rien que pour DP2O, en 2022, on est passé à 3 000 dépistages. En 2024, on est passé à 24 000. Et pour le dépistage, pareil, de la FIER, on est passé de 0 à 50 000. Donc, c'est... J'ai vu que vous vous intéressiez aux troubles du neurodéveloppement. Ça va pour nous, le dépistage, on rentre aussi dans le dépistage des troubles neurodéveloppementaux. Troubles neurodéveloppementaux. On appelle les 10, grosso modo. Les multidys, les troubles du spectre, tout ce qu'on entend aujourd'hui, ça change quand même beaucoup de noms régulièrement. Mais dans ce qu'on appelle les TND, c'est vraiment, il y en a de plus en plus. Et nous, en fait, on a l'expertise de la communication visuelle. Donc, c'est la première chose qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'un enfant sait nous regarder? Est-ce que l'enfant sait pointer? Est-ce qu'il sait utiliser ses yeux? Ce qui est un peu fou, c'est que ça explose et puis l'orthopsie est toujours oubliée. Alors, elle est toujours oubliée dans les instances, on ne siège pas et tout. Pourtant, sur le terrain, avec ce qu'on fait avec les familles, avec les enseignants, avec les enfants, avec tout le monde, ça montre. Donc je garde quand même espoir parce que je pense qu'entre les chiffres et les études, c'est qu'une question de temps pour qu'on fasse partie de la grande famille des TND. Hein. Vous avez, Jean-François, parlé plus ou moins des cabinets secondaires et vous voulez revenir un peu sur les territoires. C'est important, c'est les mots dépistage et prévention. Oui. Et une fois de plus, on doit rentrer là-dessus. Et nous, opticiens, on doit avoir un rôle. Et je sais très bien le rôle que font les orthoptistes aujourd'hui sur l'enfant. On doit peut-être par ces protocoles ou travailler, réfléchir pour qu'on s'accompagne ensemble. Parce que la problématique d'un orthoptiste, de faire son travail, c'est très bien, mais il faut qu'aussi, derrière, on puisse faire des bonnes lunettes, bons choix de monture et des bons choix de verre. Et donc, je pense que là, aujourd'hui, on n'est pas assez coordonnés. Et c'est ça la problématique. Si on veut faire de la prévention des dépistage. Sur le premier débat, j'ai entendu un truc qui m'a un petit peu choqué. J'ai entendu dire l'IA, dans peu de temps, nous aidera à faire. Ah bon ?
C'est déjà actuel aujourd'hui. En Angleterre, les études sont sorties. Un appareil photo, une photo d'une rétine, on peut prédire, on peut détecter sur une personne si elle va être Alzheimer ou Parkinson. Peu importe. Aujourd'hui, on peut dire ah oui, mais les études, non. Ça va arriver tellement vite qu'aujourd'hui, le dépistage va prendre une ampleur. Et est-ce qu'on doit dire aux Français ah non, alors notre filière, elle est structurée, tout le monde ne peut pas avoir du dépistage, tout le monde n'a pas le droit à avoir un moment, sans prendre de rôle de médecin, sans ça, mais être dans un cadre, et moi, travailler avec les orthoptistes pour qu'on réfléchisse à l'enfant à l'école. Nous, on a des problèmes à l'école aussi. Mani nous explique la problématique, mais nous, on a les mêmes. Puisque nous, aujourd'hui, on récupère les parents, les enfants, et on a une vraie problématique de lien, parce qu'on ne peut pas avoir, on n'agit pas aujourd'hui dans ce rôle, dans ce cadre. Et il faut qu'on aille expliquer que le port, il est comme ça, les lunettes doivent se porter de telle manière, etc. Le choix des verres, c'est important. Et je pense qu'on a des vrais rôles et un rôle d'accompagnement. On ne peut plus être côte à côte. Oui. Hugues, vous rajoutez un point sur la prévention Et territorialisation, vous aviez insisté dans votre première intervention. À dire, sinon que effectivement les enfants sont un sujet important. Il n'y a pas que. Il se trouve que dans les différents tests de dépistage qui sont faits aujourd'hui dans les villes, dans les grandes villes, on a à peu près 30% d'enfants qui devraient être équipés et qui ne le sont pas. Et je ne parle pas de la freination de la myopie, je parle de toute amétropie confondue et qui ne le sont pas. Et ces enfants-là sont à un moment ou à un autre dans une situation potentielle de perte de chance parce qu'ils ne se plaignent pas. Et puis on a les personnes âgées. Il y a un rapport de HS en 2024 qui parle de prévalence des chutes dans la morbidité. Et les chutes, c'est un problème souvent de qualité de vue, de confort de vue. Et donc, là aussi, on a un vrai rôle à jouer. Et donc, il ne faut pas... et puis, on a la santé visuelle au travail également. La santé visuelle au travail, c'est des fatigues précoces, c'est des céphalées précoces, c'est des absences répétées, c'est un peu une perte de productivité. Donc, on doit pouvoir se déplacer, mais pas n'importe comment. Aujourd'hui, on maille le territoire, on investit sur le territoire, on fait vivre le territoire, on est présent, on est réactif et on fait vivre le territoire. Donc on ne peut pas laisser l'itinérance comme ça à n'importe qui. Faisons travailler les gens qui font vivre le territoire. Vincent, sur ce sujet, et l'IA également. Alors sur le sujet, je vais répondre sur l'IA, je pense qu'on a déjà beaucoup débattu, donc je pense qu'on s'y va. Par contre, sur l'itinérance, je rejoins pleinement ce que dit effectivement Hugues. Je pense qu'aujourd'hui, les opticiens ont l'avantage d'avoir un maillage intéressant et qu'aujourd'hui, tous les Français, que ce soit dans les EHPAD, dans ce genre de choses, si on demande à l'opticien de se déplacer, de voir son opticien habituel, ils le font. Donc les modèles effectivement de professionnels de l'itinérance, je n'aime pas trop en fait. Je ne suis pas fan de ce genre de choses. Sur l'IA, je vais compléter un tout petit peu. Aujourd'hui, l'IA, on est certes très avancé, mais je ne suis pas convaincu du terme artificiel. L'IA, c'est quoi? C'est un moteur et c'est des datas. Les datas, elles sont fournies par un cerveau humain qui les a préanalysées. Pour rentrer dans la machine et dire ça, il faudra que l'IA voit ça. Et le moteur, les algorithmes sont aujourd'hui fabriqués encore par des humains, sauf si on arrive sur l'IA générative, mais par des cerveaux humains, sauf que le moteur, il est évidemment 1 million de fois plus puissant qu'un seul ou que 30 000 cerveaux humains. Donc aujourd'hui, on a encore la main là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est ce que va impliquer l'IA demain. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prenne en charge l'addiction. Et donc, il va falloir qu'on ait une capacité en sociologie pour comprendre. C'est dans toutes les professions. Vous allez dans des études de psychologie, vous allez retrouver des études en architecture. Parce qu'ils ont des études de sociologie. Il va falloir traiter de la psychologie. Il va falloir être en capacité de poser la bonne question pertinente au moteur. Parce que si on ne pose pas la bonne question pertinente, on a une réponse qui ne vaut rien du tout. L'IA, elle a été conçue par des cerveaux humains et aujourd'hui, elle répond basiquement à ce qu'on lui a, à la méthode qu'on lui a donnée pour répondre. Si on pose une mauvaise question, on a une mauvaise réponse. Et donc, il va falloir qu'on soit en capacité de poser des bonnes questions. Et tout ça, ça s'apprend. Et ça va devoir s'apprendre sur les bancs de l'université. Très bien. Alors, c'est vraiment ce sur quoi je voulais terminer notre conversation, c'est l'attractivité, la formation et l'attractivité de vos métiers qui commencent. Alors peut-être vous, Jean-François. Alors formation, on est tout à fait d'accord et on demande et on travaille sur cette évolution de notre formation en université. En licence, ça c'est une obligation. On est la dernière profession paramédicale en BTS. Bac plus 2, ça n'a plus de sens, qui date de 1997. Hugues est en train de nous expliquer l'évolution de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous, on est encore bloqué sur un diplôme de 1997. Je pense qu'il est quand même temps et ça va être urgent. Je voudrais aussi, et je ne sais pas si on a encore
encore beaucoup de temps, mais Pas beaucoup, non, Je vraiment. voudrais quelques juste minutes, alerter un juste. truc sur aussi la pression aujourd'hui, parce qu'on parlait des pouvoirs publics qui s'intéressent aux opticiens, etc., l'enjeu sanitaire, mais je pense que l'enjeu sanitaire n'est pas un enjeu financier, le bon produit, les bons services pour les patients. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on a une pression qui est en train d'arriver, et je pense que ça nous concerne tous les trois, parce que... Soyez plus clair. Soyez plus clair. Pression des financeurs, pression de plein de sujets qui vont arriver, de droite et de gauche, la Sécu, la problématique de la Sécu va arriver, et pourquoi pas faire des mouvements, etc. Et je pense qu'à un moment, il ne faut pas voir que sous le prisme d'opticien, parce que je pense qu'on va être tous touchés à un moment, et je pense que là, l'enjeu sanitaire est plus important, et l'accès aux soins des Français va être plus important que de savoir si... voilà, donc je pense que là-dessus aussi, on a intérêt à travailler en filière. Très bien. Attractivité de votre profession, pas de difficultés, beaucoup de Non, difficultés, non, pas de ça marche bien. difficultés, Qu'est-ce que non. c'est le profil de l'orthoptiste aujourd'hui, du jeune orthoptiste? Alors, on a Rapidement. Non, on a désolé. de moins en moins de jeunes orthoptistes, beaucoup de demandes de reconversion. Bon, on est obligé de limiter, bien évidemment. Mais non, ça se remplit. Il y a beaucoup de demandes pour peu de place, mais c'est la vie. Hugues Verdier, Davioud, vous répondez. Trois choses. Évidemment, formation. La formation, il ne s'agit pas de rajouter une année. Il faut revoir complètement et intégralement le contenu de la formation et le redispatcher sur les 3 années. Et donc, ce n'est pas simplement se contenter de rajouter une année, c'est revoir la totalité. La deuxième chose, sur l'attractivité, c'est pas uniquement la formation, il va aussi falloir penser salaire. Parce que si on veut conserver des opticiens professionnels de santé dans nos magasins, il faut les payer. Si on ne les paye pas, on les perd. Ils vont voir ailleurs. Ils vont voir chez nos amis ophtalmos. Et ben moi, je préfère les voir dans mon magasin en train de faire des examens de vue en téléexpertise avec les ophtalmos en lien direct. et donc en lien direct. Et donc effectivement, c'est un vrai sujet. Et la dernière fois, t'as dit un truc sur lequel je voulais rebondir, mais je vais pas rebondir Eh sur bien, toi tout de suite. on fera une prochaine émission, ça nous donnera envie. Sur la pression. Sur la pression. Mais la pression, ça fait des années qu'on a la possibilité de dire stop. Il suffit juste d'avoir le courage de dire stop. Donner le... Ah bah ouais. Parfait, ouais, merci, je vais faire avec vous. Vincent, vous terminez notre conversation, s'il vous plaît. Sur l'attractivité, je vais être très court. On a la chance d'avoir effectivement probablement l'une des spécialités depuis 20 ans qui est les plus attractives, et on est parmi les premiers effectivement à l'internat où on a les meilleurs étudiants en médecine depuis 20 ans dans la filière sans aucune difficulté. Et tant mieux, on a des gens qui ont choisi cette spécialité et qui sont heureux de le faire. Voilà, moi j'ai retenu que 1 + 1 = 3, je ne me suis pas trompé, 1 + 1. Voilà, on retiendra ça de cette émission. On retiendra également que dans la filière visuelle, les uns et les autres, vous avez une bonne vue, mais également il faut un bon œil, mais il faut aussi un cœur et de l'esprit et de la culture. Hein, Hugues, c'est ce qu'il faut. Merci. Non, mais vous nous avez appelés à avoir des formations très complètes. Voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci évidemment à celles et ceux qui ont préparé cette émission, qui l'ont réalisée. Un petit salut tout particulier à Ivo Trenta. Merci beaucoup.